Et donc va suivre la présentation que je vais faire. Donc un débat sur la question de l'intelligence artificielle et de l'archéologie préventive. Donc la fédération, c'est une dizaine de personnes, des chercheurs donc, qui travaillent au sein de ce projet. Et les missions de la commission recherche, donc en premier lieu, c'est on en a parlé, le conservateur régional de l'archéologie en particulier l'a évoqué, il faut mieux diffuser les résultats des recherches et les amener, autant que faire se peut, auprès du grand public. Il faut aussi continuer à développer les collaborations scientifiques et il faut aussi donc mettre en avant, avoir un recensement chaque année au sein de l'association de la production scientifique sous toutes ses formes. Et c'est principalement donc de ça dont il va être question donc, dans les images suivantes. Donc vous avez ici une carte des opérations de fouilles qui ont été réalisées durant l'année 2024 par les sociétés adhérentes de la FEMAP. Donc ça commence à faire beaucoup d'opérations de fouilles. Alors quand on dit fouilles, c'est aussi archéologie du bâti, hein, ce n'est pas uniquement des fouilles sédimentaires. Mais en 2024, donc, ce sont 160 opérations qui ont été réalisées, majoritairement quand même dans la moitié sud du pays. Même si ce n'est pas la vocation première des sociétés d'archéologie, évidemment, comme beaucoup d'acteurs du préventif, les sociétés s'engagent aussi pour soutenir des fouilles programmées. Pourquoi elles le font ? Pour la recherche fondamentale, bien entendu, parce que ça permet de traiter des sites qu'on ne traite pas en préventif, et puis aussi pour s'engager, on en reparlera, dans la formation des plus jeunes. Dans notre métier, l'apprentissage du métier, c'est d'abord aller sur les chantiers bénévoles, et c'est là où on apprend à tenir la truelle, c'est là où on apprend à faire un relevé. Voilà, c'est indispensable. Alors aujourd'hui, on sent une espèce de ralentissement par rapport à ça et quelques difficultés. Et donc la fédération soutient donc en 2020, les sociétés adhérentes soutiennent 57 opérations programmées, disséminées en différents points du territoire, ainsi que donc des projets de méta-analyse, des projets collectifs de recherche, donc au nombre de 72 d'après le bilan qu'on a pu réaliser. Ah, alors je ne sais pas pourquoi. Ah, j'ai cliqué trop vite. Alors, pardon. Oui. Élémentaire. Les publications scientifiques, on les mesure aussi au fur et à mesure des années. Vous voyez ici l'évolution entre, toujours pour les sociétés adhérentes de la FEMAP, des types de publications qui ont été effectuées. Voilà, majoritairement des articles, hein, mais il y a chaque année des monographies, des livres qui sortent et donc qui font la fierté des entreprises et des archéologues qui y ont contribué. Donc ces entreprises, il faut quand même le marteler, elles sont engagées dans la recherche, dans la publication. Elles sont engagées, on le voit aussi à travers le subventionnement de la recherche des archéologues, puisque vous voyez l'évolution de ce qu'on appelle les jours recherche. Donc c'est vraiment les jours qui sont dédiés soit à la publication, soit à l'archéologie programmée, soit à la participation à des colloques, et qui a, donc vous le voyez, augmenté fortement au fil du temps. Du côté des effectifs, on a ici un graphique qui est tiré du rapport d'activité 2024 qui montre l'évolution donc de l'emploi. Voilà, c'est aujourd'hui dans ce réseau, c'est combien de personnes, combien d'archéologues, mais aussi de fonctions support, hein, parce que l'archéologie évidemment, elle tourne parce que il y a des compétences logistiques, administratives. Et donc on voit ici l'évolution de l'emploi, en particulier de l'emploi CDI, qui est passé d'un peu moins de 400 personnes en 2020 à quasiment 550 personnes en 2024. Voilà, c'est aussi la responsabilité des entreprises de créer ces postes en CDI, et on en parlera tout à l'heure à travers la commission formation. Un niveau de formation aussi qui est extrêmement élevé chez nous comme dans les collectivités ou à l'INRAP, puisque vous voyez que très grande majorité, si on additionne les colonnes jaunes et violettes, les archéologues du réseau sont titulaires d'un master ou d'un doctorat. Donc notre
archéologie privée ou publique est quand même constituée de gens qui sont extrêmement bien formés et extrêmement compétents. Je terminerai cette présentation préliminaire en vous disant quelques mots donc, du principal projet à côté des bilans que constituent, bilans scientifiques et sociaux que constitue ce groupe de travail. Le grand projet, c'est la plateforme de diffusion des informations des sites fouillés par le réseau. L'objectif de ce projet, donc, c'est de donner plus de visibilité sur les sites qui ont été étudiés, alors principalement en archéologie préventive, à travers un portail Internet. Alors, je n'ai pas le chiffre exact parce qu'on ne l'a pas mesuré, mais les sociétés adhérentes de la FEMAP, depuis leur création, c'est largement plus de 2000 opérations, donc un catalogue de sites important et pas mal d'informations qui dorment encore dans divers recoins, soit des serveurs, soit d'Internet. Ce qui serait extrêmement important, c'est d'avoir donc des outils puissants, et on rejoint ici les questions sur l'IA, pour rechercher des informations. Voilà, le projet, je vais vous en montrer quelques images juste après. Aujourd'hui, il est au stade du prototype. On teste un prototype pour réfléchir à l'interface, à ce qu'on veut vraiment faire à travers ce projet. Donc, il est encore en interne des membres de la commission recherche. L'idée, à partir de tout début 2026, c'est de le tester un petit peu plus largement pour pouvoir l'ouvrir à un public complet dans l'horizon de l'année 2026. Alors cette plateforme, elle ressemblera à quoi ? Elle sera articulée autour de trois principaux éléments. Une barre de recherche. Voilà, c'est là où les questions d'IA rentrent en ligne de compte, puisque aujourd'hui, grâce à l'IA, on peut développer des requêtes qui sont beaucoup plus complexes, mais en langage naturel. Donc en fait, on peut formuler à travers, on le voit bien à travers ChatGPT ou les produits du même type, formuler une question en langage naturel et faire remonter le résultat. Parallèlement à ça, donc une carte interactive des différentes opérations en lien avec les requêtes. Voilà, avec donc un angle sur les publications et donc toute une série de fiches et un autre angle aussi sur les sites. L'idée, c'est que cette plateforme, en fait, elle permet d'interroger à la fois les références bibliographiques produites dans le réseau, les rapports, les publications, mais aussi elle puisse interroger cette information par l'angle des sites. Parce qu'aujourd'hui, donc, et je crois que j'en ai mis une diapositive, alors, elle vient de passer. Aujourd'hui, la production des archéologues, alors ce sont bien entendu des rapports, des présentations, des publications, mais ce sont aussi des vidéos. Et le problème pour beaucoup de sites, c'est que cette information, elle est très éclatée. Voilà. Donc le but de cette plateforme, ça va être de pouvoir aussi interroger par site. Qu'est-ce que j'ai sur la ville antique de Valence ? Et là, pouvoir repointer, pas sur une production qu'on va créer, mais sur une production qui est déjà existante sur Internet. Voilà donc ce que je pouvais dire rapidement concernant la commission recherche et ses travaux. Et donc, sans plus tarder, j'appelle Christophe Marconnet et les personnes qui nous ont fait le plaisir donc de venir débattre concernant l'intelligence artificielle. Terminer cette table ronde, sachant que j'ai pas beaucoup d'affinité avec l'intelligence artificielle, ou en tout cas, j'en avais pas jusqu'à maintenant. Donc, je vais passer ces 6 derniers mois à lire des articles, à lire des livres sur l'intelligence artificielle. Et aux surprises, je me suis aperçu que nous étions rentrés déjà depuis un certain temps dans l'âge de l'intelligence artificielle. On a même, je crois, pour beaucoup d'entre nous, un peu de retard, je pense, cette entrée dans l'âge de l'intelligence artificielle. Il y a un certain nombre de livres qu'on ne pourrait pas tout couvrir, et donc il fallait faire des choix. Donc c'est le moment où je peux me permettre de signaler que dans 3 semaines, les 6, je crois, et 7 novembre, se tient le 9e séminaire
scientifique et technique de l'INRAP qui porte sur l'intelligence artificielle et qui, je pense, en 2 jours, va faire un catalogue, en tout cas, de tout ce qui se fait déjà en termes de recherche en archéologie. Donc on n'allait pas faire la même chose, surtout pas en 1 heure. Et puis moi, c'est toujours ce qui m'avait interrogé, et c'est pour ça qu'on m'avait confié le fait d'animer cette table ronde, parce que ça m'avait un peu surpris. C'est comment on peut concilier finalement la recherche archéologique, le processus même de recherche archéologique avec l'intelligence artificielle. Pour moi, ça me paraissait des choses qui n'étaient pas totalement compatibles. Et en gros, j'ai cherché un certain nombre d'invités pour répondre à mes questions, et donc je vais vous présenter mes invités. Le plus proche de moi, donc à droite, Jonathan Vidal, bonjour. Donc tu es archéologue de formation, ingénieur de recherche au ministère de la Culture, rattaché à la direction régionale des affaires culturelles Bourgogne-Franche-Comté. Tu es membre de l'UMR 7041 d'Arscan. En 2016, ta thèse de doctorat portait sur les modes d'occupation du site d'Alésia, analyse spatiale multiscalaire des données archéologiques issues de fouilles, de l'imagerie géophysique et de la télédétection. Ça t'a conduit aujourd'hui à ce que tu portes le projet Archéologia, incubé par l'atelier numérique du ministère de la Culture, dont l'objet est d'assister à la détection des sites archéologiques sur l'imagerie aérienne par intelligence artificielle. À côté de toi, côté Cyril Chédron, bonjour. Tu es toi aussi archéologue de formation, plus précisément céramologue. Tu es aussi membre de l'UMR 7041. Tu connais bien le milieu de l'archéologie préventive puisque tu as commencé en travaillant à l'AFAN, puis je pense à l'INRAP. Je crois que tu es peut-être aussi passé par un opérateur non, privé. Aujourd'hui, tu es président fondateur de 3 sociétés, Archéocera, Arteca, EKIA, société spécialisée en intelligence artificielle. Tu auras l'occasion de les présenter à un moment de cette table ronde. Enfin, Brice de Baudrin, bonjour. Tu es actuellement doctorant à l'école doctorale de philosophie de l'Université de Grenoble-Alpes. Ton sujet de thèse sous la direction de Thierry Ménessier est enjeu épistémologique de l'utilisation de l'intelligence artificielle en recherche scientifique. Quelle modification de la confiance. Tu es aussi philosophe du vin, c'est-à-dire que tu animes des conversations philosophiques autour du vin. Donc, après avoir lu et puis après avoir discuté avec mes collègues de la commission, on voit bien que chez les archéologues, il y a de l'inquiétude, des espoirs et certainement quand même bien plus d'inquiétude que d'espoir pour le moment. J'imagine que le séminaire de l'INRAP nous apportera quand même un certain nombre de réponses sur ce qui peut se faire. Et la question que je me posais au départ, c'était pourquoi autant d'inquiétude. Et il est bien évident que l'aspect un petit peu anthropomorphique de l'intelligence, notamment du thème intelligence artificielle, fait un peu peur, surtout qu'on y ajoute en plus, pour renforcer un petit peu l'effet, des neurones, de l'apprentissage. Et donc forcément, ça finit par un peu nous inquiéter. On se dit, est-ce qu'on va être concurrencé par une machine ? Et est-ce qu'éventuellement, elle est susceptible de nous remplacer ? Alors, je rassure un petit peu tout le monde. Notre cerveau humain, il est extrêmement complexe. Et donc, on ne sait même pas aujourd'hui vraiment, d'ailleurs, comment il fonctionne. Donc, on fait des suppositions. Et on a des disciplines comme les neurosciences qui se permettent de faire des suppositions sur son fonctionnement. Et il faut bien comprendre que l'intelligence artificielle, ce sont des informaticiens et des neuroscientifiques qui ont une certaine vision du fonctionnement de notre cerveau et qui ont appelé ça, en tout cas quand ils l'ont mis en œuvre, intelligence artificielle. Donc il faut bien se rappeler que c'est une construction humaine, cette intelligence artificielle, en rien. Je reprends un petit peu le terme de Luc Julia, donc un petit peu l'ambassadeur de l'intelligence artificielle pour la France. L'intelligence artificielle n'existe pas. Ça veut dire que voilà, c'est une construction, il n'y a pas une entité intelligence artificielle, c'est une construction de l'esprit faite par des informaticiens et des neuroscientifiques. Et ça, c'est extrêmement important d'avoir ça à l'esprit. Alors, on aura envie tout de suite de partir sur les innovations, mais non, c'est extrêmement important. Et donc là, j'ai ma première question qui s'adresse à Brice. N'est-il pas crucial de toujours rappeler que les grands modèles d'IA sont le fait de la réflexion des chercheurs en informatique et en neurosciences et
qu'il nous faut faire confiance à ces domaines de discipline pour pouvoir utiliser ces fameux grands modèles. C'est aussi valable d'ailleurs pour l'archéologie, ça veut dire qu'à un moment, il faut faire confiance à notre discipline pour utiliser l'outil archéologique dans la matière de l'archéologie. Je te laisse la parole. Peut-être tu te présentes non aussi tes travaux. Complètement. Est-ce que vous m'entendez ? Tout d'abord, merci de l'accueil. Effectivement, alors, moi, mon approche est philosophique. Plus précisément, je suis en épistémologie. Alors, un vaste mot pour dire l'étude de la théorie de la connaissance, où on va interroger la manière dont on va apprendre, connaître, et on va interroger la limite et la portée du discours scientifique. Donc, nous sommes ici en sciences, l'archéologie. Donc, on va interroger la discipline qui est la vôtre selon ses limites, comme on peut l'étudier en philosophie. C'est ce que je fais donc dans le cadre de ma thèse qui a été présentée de doctorat à l'Université Grenoble-Alpes. C'est ce que je fais également en tant qu'enseignant à l'université à l'IPC à Paris. Et c'est ce que je propose, un verre de vin à la main pour le milieu professionnel. Et dans mon livre Légère dégustation philosophique, où en fait c'est savourer sa pensée. Donc de l'épistémologie. Alors savourons ensemble notre pensée sur l'archéologie. Qu'est-ce que cela veut dire que d'utiliser une intelligence artificielle en archéologie ? C'est déjà comprendre ce qui a été justement très bien dit avant moi. L'intelligence artificielle est un champ disciplinaire à part entière. En fait, c'est un champ disciplinaire qui s'est créé en 1956 à Dartmouth, lors de l'été d'études de Dartmouth en 1956, où on va interroger la capacité qu'une machine aurait de représenter, de mimer parfaitement le fonctionnement de l'intelligence humaine. Le présupposé, en neurosciences ici, va être de dire que votre cerveau fonctionne comme une machine. Et en fait, cela va intégrer un certain nombre de présupposés métaphysiques, philosophiques, physiques, qui vont teindre les conclusions que l'on peut obtenir grâce à ces intelligences artificielles. C'est-à-dire que si nous utilisons un outil qui appartient à une science, eh bien, nous prenons en compte les présupposés de cette science. C'est-à-dire que vous avez différentes disciplines en archéologie, différentes sous-disciplines, chacune ont des présupposés un peu différents. Chacune vont présenter tel ou tel aspect sous telle théorie. Et c'est ces théories qui vont donner la saveur, la pertinence des conclusions. Et bien ici, en fait, en intelligence artificielle, ça va être pareil. Si vous utilisez cet outil dans votre science, alors vous présupposez, premièrement, que le cerveau humain peut fonctionner comme une machine. Donc c'est très intéressant, ça peut aller bien loin, c'est ce qu'on va évoquer ensemble, mais ce qu'il faut bien comprendre, à mon sens, en épistémologie, en théorie de la connaissance, c'est que les conclusions que l'on obtiendra seront mises en lumière par les présupposés des outils que nous utilisons. Je pense que c'est le point vraiment important ici. Pour donner... Ça marche ou pas ? Oui. Non. C'est là, il marche. Ok. Pour illustrer l'idée du cadre théorique, parce que c'est ça qu'on est en train de poser, ça veut dire qu'il y a un cadre théorique pour pouvoir utiliser l'intelligence artificielle. Alors j'ai cherché un exemple, et puis d'un coup je l'ai trouvé, c'est forcément cette nuit. Tout simplement, le cadre théorique, c'est tout à l'heure, je vous ai présenté les invités. Et c'est parce que je vous ai présenté les invités, que je vous ai dit qui ils étaient, que maintenant vous êtes dans un cadre de confiance et que vous allez écouter et prendre, pas comme argent comptant, hein, mais que vous allez finalement pouvoir suivre la totalité de cette table ronde. Donc c'est ça le cadre théorique, c'est de quand même à un moment poser dans quelles conditions vous êtes d'être dans la confiance pour que notre travail, notre parcours ensemble puisse se faire. Donc là, c'est la même chose en IA. À un moment, il faut que ce cadre théorique soit posé, sachant qu'éventuellement, ce cadre théorique, dans 50 ans, il peut être réinterrogé. Même il peut être réinterrogé. Donc il n'y a pas quelque chose de figé dans l'intelligence artificielle. Donc il ne faut pas croire qu'il y a une intelligence qui va nous poser des vérités et qu'elles seront considérées comme absolues jusqu'à la fin des temps. Donc c'est un cadre théorique, il peut changer, comme mes invités pourraient changer. Ensuite, une fois que ce cadre théorique qui est là pour nous mettre en confiance, on se demande mais pourquoi finalement on cherche à nous mettre en confiance. On dit moi je me dis il y a un piège quand on essaye de me mettre en confiance comme ça, c'est qu'il y a un piège. Donc c'est pas qu'il y a un piège, mais en même temps il y a un saut à faire extrêmement important et un saut presque dans le vide. C'est-à-dire qu'il y a un changement de paradigme extrêmement important à faire dans notre façon d'aborder le numérique. J'entends et je vais remonter un petit peu en arrière. Quand j'ai commencé
mes études, quand j'allais à la bibliothèque, je tirais des tiroirs, je consultais des fiches, machin, papier. C'était comme ça que ça fonctionnait, il n'y avait pas d'ordinateur. Par la suite, il y a eu des ordinateurs et toutes ces indexations, ces référencements, tout ça étaient rentrés dans la machine. Notre rapport au numérique, c'est celui-là. Finalement, c'est de référencer, c'est de mettre un certain nombre d'informations dans un ordinateur, de les organiser. Et comme on est tous névrosés de l'organisation du tri, l'outil nous convient parfaitement. C'est sans fin. Et finalement, on a fait Internet, on met des quantités de données. Et même après, en archéologie, on fait aussi des inventaires. On fait de plus en plus grands. Et voilà. Donc ça, c'est notre névrose. On aime bien faire ça. Et quand même, c'est un outil extrêmement important qu'on interroge de temps en temps avec des mots-clés, un petit peu ce que disait Loïc par rapport à la base de données qu'on avait commencé à faire initialement, on l'interroge avec des mots-clés. Et là, il y a un changement de paradigme, parce que d'un coup, c'est plus comme ça que ça va se passer. D'un coup, finalement, ces bases de données, cette façon d'indexer, etc., qui était là pour appuyer notre raisonnement, finalement, aujourd'hui, ça va un peu basculer, parce que finalement, la machine, elle va peut-être un peu raisonner à notre place. Et pour en parler, je te donne la parole, Cyril, parce que je souhaitais que tu expliques. Donc déjà, peut-être tu nous présentes un peu tes entreprises, ce que tu fais en IA, et ensuite tu nous dis voilà, en quoi c'est un changement de paradigme. Alors, très bien, merci beaucoup Christophe. Je ne sais pas si on m'entend. Oui. Je prends juste 2 secondes pour remercier l'organisation, la FEMAP de l'invitation, et l'organisation formidable, surtout hier soir. C'était très sympa de découvrir les petits vins locaux. J'ai pris beaucoup de plaisir, moi qui aime beaucoup les vins de la vallée du Rhône. C'était une très belle soirée. Je rebondis juste avant sur ce qui a été dit juste par mon ami juste à ma droite. Le terme aussi d'intelligence est important. Il faut juste un petit aparté sur la sémantique. C'est un terme, effectivement, tu as raison, qui a été inventé en 1956. C'est un terme anglo-saxon qui renvoie quelque chose de différent pour nous. Le terme intelligence en anglais et en français n'a pas tout à fait la même signification, déjà. Intelligence en anglais, c'est la capacité de traiter de l'information. C'est le I dans CIA. Alors, je ne vais pas dire que la CIA est forcément intelligente, mais en tout cas, il y a le I dedans qui veut dire que c'est une agence de traitement de l'information, surtout plutôt qu'une agence intelligente. Donc déjà, on peut lui préférer peut-être d'autres mots. Il y a eu beaucoup de débats sur le thème même d'intelligence. On peut parler d'informatique apprenante, par exemple, si on regardait l'acronyme IA. Mais ça reste un outil, en fait. Et c'est là où tu as bien fait de préciser qu'effectivement, ce n'est pas intelligent. Pour l'instant, ça n'est pas intelligent, en tout cas dans le sens tel qu'on l'entend. Sur la question des paradigmes, effectivement, il ne faut pas utiliser l'intelligence artificielle comme on utiliserait Google, par exemple. C'est différent sur l'approche. C'est un outil qui va nous permettre de changer aussi une partie de nos réflexions. Et je dirais qu'il y a 3 axes dans les changements de paradigme. Déjà, il y a le fait que la donnée en archéologie, souvent, alors c'est une donnée scientifique, bien évidemment, mais c'est aussi une donnée administrative. Et maintenant, ça devient une donnée technologique. C'est-à-dire que cette donnée va pouvoir être utilisée pour alimenter des modèles d'intelligence artificielle. Donc, il y a une nouvelle place qui va être apportée à la donnée, même si c'est une donnée qu'on peut considérer comme pas forcément pertinente. En tout cas, elle apportera quelque chose si on veut entraîner un modèle avec cette information. Ensuite, il y a quelque chose qui nous touche tous en tant qu'archéologues, c'est la gestion du temps. L'IA, c'est un compresseur de temps. Ça va nous permettre de gagner du temps. Alors après, qu'est-ce qu'on va en faire de ce temps? Ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, ça va nous interroger aussi sur notre méthode de travail, puisqu'on va pouvoir se dégager peut-être plus de temps sur la réflexion, moins de temps sur des phases chronophages qui peuvent être la recherche bibliographique, de l'analyse de données, on va dire, brutes sur de l'inventaire. Et il y a aussi un autre élément qui peut être intéressant sur mon expérience personnelle. Donc, je suis céramologue, je travaille souvent seul, avec des collègues responsables d'opération, mais j'ai pas beaucoup de céramologues autour de moi. J'en avais déjà pas beaucoup à l'INRAP à l'époque. Et c'est vrai que ça peut être un outil qui va me permettre, qui va permettre aussi aux archéologues d'interroger leurs hypothèses. Pas forcément les orienter, mais en tout cas déjà si je dis débattre, ça va anthropomorphiser un petit peu, mais en tout cas déjà d'échanger et de voir si sur des données factuelles, la piste qu'on commence à explorer peut avoir un sens. Donc voilà ce que je peux dire. Et donc très rapidement sur mes entreprises. Donc j'ai une entreprise, c'est un bureau d'études en céramologie, mais j'ai créé 2 sociétés. Donc Arteca, moi je travaille essentiellement sur l'intelligence artificielle embarquée, donc de l'intelligence artificielle qu'on peut appeler bas carbone, puisqu'on n'utilise pas des gros data centers.
tous nos modèles sont entraînés sur des ordinateurs hein, avec des cartes graphiques mais assez puissantes, mais des ordinateurs à moins de 2000 euros, à 1500 euros. Et on travaille dans le secteur on va dire de la défense, puisqu'on a créé une solution qui permet de repérer les mines enterrées avec de l'IA, donc dans le déminage pour l'armée et pour les ONG. Et on travaille avec un CHU à Amiens pour la détection de la maladie de Crohn en temps réel sur l'échographie, avec une solution qu'on a brevetée. Donc tout ça pour vous dire aussi, quelque part, il n'y a pas de fatalité dans l'utilisation de l'intelligence artificielle à passer par des gros data centers qui vont consommer énormément de terrain, d'énergie. Il y a aussi d'autres possibilités, on en avait un peu parlé sur les IA en local, qui sont aussi des pistes de réflexion, puisque l'intelligence artificielle, logiquement, enfin même pas logiquement, c'est pas payant, puisque vous avez beaucoup de modèles gratuits. Donc il n'y a pas de fatalité non plus à être dépendant des big tech américaines pour utiliser l'intelligence artificielle. C'était voilà, juste une petite précision. Je vois que tu avais... Ça marche ou non? Oui. Tu avais l'intention de répondre à mes futures questions. Mais bon, c'est pas très gênant. Juste pour illustrer un petit peu différemment aussi ce changement de paradigme. Donc, comme je disais, on aime classer, etc. Et que quand on aime classer, on ne se rend pas compte qu'on effectue une sélection. Et ça, c'est important. Ça veut dire qu'on travaille, on a l'habitude de travailler avec des données qui sont sélectionnées, présélectionnées, qui sont dans nos ordinateurs, nous archéologues, et on en reparlera tout à l'heure parce que c'est une partie de notre discussion. Mais voilà, cette sélection, elle se fait constamment. Et on appuie notre raisonnement sur des choses qui sont le résultat de la sélection d'informations. Avec l'intelligence artificielle, ce qui me semble être le principal changement de paradigme, c'est que d'un coup, on va lui donner toute forme d'information. Elle adore que ça soit totalement hétérogène, et plus c'est hétérogène, plus mieux elle fonctionne. Donc finalement, on ne va plus classer du tout. Donc on va donner directement à l'information, et après l'information, elle ne va pas être rangée, indexée, elle va être hachée menu. Donc après, elle va être revectorisée, elle va être traitée par des neurones, etc. Mais dans tous les cas, on perd totalement cette notion du travail qu'on faisait jusqu'à maintenant, de classer, machin, de remplir des inventaires. Maintenant, on va tout faire basculer du côté. Et c'est comme ça qu'éventuellement, d'ailleurs, elle apporte les meilleurs résultats. Puisque, comme on le dira, faire une sélection, c'est un biais. Donc, de toute façon, avec l'intelligence artificielle, son défaut, c'est les biais. Donc, il faudrait normalement ne pas classer. Donc, c'est ça le principal changement. Donc après, c'est pour ça qu'on peut avoir des réserves. Hein. Parce que moi, j'aime bien classer. Je vous l'ai dit, c'est une névrose. Donc, après, on a différents types une fois qu'on a fait ce saut, et qu'on sait qu'on a des machines, des grands modèles qui vont hacher menu les informations et qui vont les traiter, nous, en face, on a des informations à donner à ces machines. Et il y a des grands modèles d'intelligence artificielle. Et là, donc, je vais tout de suite définir un petit peu les termes qu'on va employer, parce qu'on a fait un choix. C'est-à-dire qu'il y a les grands modèles. Dans ces grands modèles, on va mettre le grand modèle de langage, LLM, on va mettre le machine learning, on va mettre donc d'apprentissage supervisé, on va mettre le deep learning, d'apprentissage profond, et on va faire correspondre à ça donc éventuellement de l'intelligence artificielle générative, de l'intelligence artificielle discriminative. Il en existe autant qu'il y a de chercheurs, je pense, de ce type-là. Et donc nous, ce qui nous intéresse après, surtout dans la discussion d'aujourd'hui, c'est finalement non pas les grands modèles, hein, c'est les outils d'IA. Ça veut dire que de ces grands modèles, chaque chercheur va récupérer dans ces grands modèles des modes de fonctionnement pour créer un outil qui correspond à sa recherche. Donc vous verrez qu'on va parler tout au long de cette heure, on va parler de grands modèles, mais on va parler surtout après d'outils d'IA. C'est ce qui nous importe le plus, nous, en archéologie. Donc ces grands modèles, déjà, ils traitent différents types d'informations. Alors, j'ai essayé arbitrairement, j'ai essayé de séparer en trois parties, en trois domaines de données. On a les données qui sont vraiment les données qui sont créées par l'archéologue. Donc, dedans, je mets ses rapports, ses articles, ses dessins, ses conférences, etc. Toutes ces données-là, hein, on l'a vu, on va essayer justement de les organiser. Donc, elles peuvent être traitées par les grands modèles d'intelligence artificielle, les LLM, comme on disait. Et elles vont donner de l'intelligence, souvent ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générative. Donc ce modèle, je le mets un peu à part, parce qu'on reviendra dessus. C'est celui qu'on utilise le plus et celui qu'on déteste le plus. Mais donc on en reparlera ensuite. Après, on a deux autres types d'informations. Il y a les informations qu'on sort de nos fouilles. Hein. Elles sont variées. Il y a des mesures, il y a des notes. Il y a aussi beaucoup de mobilier et des prélèvements.
Donc ça, c'est un type d'information. Et à ce type d'information, on va voir, il y a des grands modèles. Puis après, il y a un troisième grand type d'information qui sont toutes les informations qu'on va sortir de la fouille grâce à des outils technologiques. Donc les radars, les scanners, etc. Et qui sont des informations qu'on va appeler informations brutes. Dans le deuxième type d'information, donc, qui était le mobilier, aujourd'hui, on fait beaucoup plus, on pratique beaucoup l'IA discriminative. Donc on va l'IA en utilisant le machine learning principalement. Et on peut après aller jusqu'au deep learning sur ce type de matériel. Et quand on arrive après et donc on est sur des informations, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, sélectionnées. Quand on fait un prélèvement sur un site, on sélectionne le prélèvement. Hein. Et à la différence après de la troisième catégorie d'informations qui sont issues des radars ou des scanners, etc., qui sont des données brutes qui ne sont pas sélectionnées, qui donc sont enregistrés et qui là, donc l'IA va adorer, et c'est quand on lui donne ça à manger que c'est super intéressant de faire du deep learning et de laisser la machine trouver ce qu'il y a à trouver. Voilà. Donc sur la première catégorie, donc celle qui correspond au mobilier, puisque tu as été céramologue, je vais te redonner la parole et nous dire en quoi c'est intéressant l'outil, et puis en même temps peut-être nous préciser un petit peu ce qu'est la machine learning et le deep learning. Oui, alors le machine learning, le deep learning appartiennent donc à la même famille d'IA, dans un groupe qu'on appelle l'IA connexionniste. Mais il y a effectivement, comme tu le disais, il y a énormément de types d'IA différents. Voilà, il y a les systèmes experts, et puis il y en a d'autres, et puis on a cette famille d'IA dans lequel il y a le machine learning, et dans ce machine learning, il y a une sous-catégorie qui s'appelle le deep learning. En fait, le machine learning, on donne des informations, on a des algorithmes, et l'humain intervient. Alors généralement, c'est beaucoup d'informations. Il y a beaucoup de paramètres, mais ça reste gérable. Alors que le deep learning, on est plutôt sur des systèmes de réseau où il y a énormément d'informations et où on va laisser en fait l'intelligence artificielle gérer les paramètres. Et ensuite, on voit le résultat. Donc il y a une différence, même si ça appartient un petit peu à la même famille. Dans le cas alors sur l'apprentissage, donc ça, ce sont des types d'algorithmes, d'architecture, et on a des types d'apprentissage pour apprendre. Donc on a l'apprentissage supervisé où l'humain va venir indiquer directement à la machine sur l'image, par exemple, entourer des fragments de céramique, dire voilà, c'est une sigillée, c'est une amphore, tel type d'amphore, etc., etc. Après, on a l'apprentissage non supervisé. On va lui donner toute une série d'images et on va la laisser en fait faire des clusters et par rapport à des paramètres spécifiques sur l'image, de pouvoir dissocier. Et puis on a l'apprentissage semi-supervisé, je passe, mais il y a l'apprentissage par renforcement. Ça, c'est les gros modèles de langage, comme par exemple AlphaGo qui avait battu le champion du monde de Go en 2016. En gros, l'IA va avoir des récompenses. Et lorsqu'elle réussit, elle va anticiper. Et lorsqu'elle réussit, elle a une récompense qui lui permet d'apprendre, en fait, de continuer à apprendre auto-apprendre sur ses échecs et sur ses réussites. Voilà pour une petite explication, on va dire, de terminologie. Et ensuite, ta question sur l'utilisation de l'IA, par exemple, dans le cas de la céramique, dans l'utilisation de la céramique, ce qui va être intéressant, alors il faut pas se tromper, en fait. Il faut aussi toujours considérer, garder à l'esprit que c'est une technologie qui reste un outil, qui ne remplacera pas le céramologue. Parce que ça peut paraître bête, mais pour l'instant, l'IA n'a pas de bras. Et donc, pour analyser un tesson, ça reste très subjectif, parce que c'est uniquement sur une image. Et une image, comme tu le disais, effectivement, il y a un biais, le céramologue va déjà faire un tri sur les types d'images qui vont servir à l'apprentissage. Il faut que votre base de données, votre dataset soit équilibré. Donc, il y a un deuxième tri quelque part qui se fait. Et ensuite, vous allez donner donc des éléments d'identification à l'IA pour repérer une sigillée, etc., etc. Il va y avoir des limites aussi dans l'apprentissage. On va utiliser surtout des systèmes plus que du machine learning, dans le cas présent, plutôt des systèmes, des réseaux qu'on appelle des CNN, donc vraiment des réseaux profonds d'apprentissage. Il y a différents, maintenant, il y en a toute une série. Je vous passe sur les réseaux hybrides, mais qui sont de plus en plus performants, qui viennent combiner différentes architectures. Et en fait, là où ça va être intéressant, c'est que ça peut permettre de gagner du temps sur des éléments chronophages, pas forcément d'identification détaillée, mais par exemple, dans le cas d'un diagnostic, déjà faire un comptage par principale catégorie, commune oxydante, commune réductrice, sigillée, amphore, etc. Mais après, aller au-delà, expliquer à l'IA que ce fragment, avec cette inflexion-là, par exemple, c'est un drag 27,
il va falloir énormément de données. Parce qu'un céramologue, lorsqu'il voit un fragment, par exemple un fond de sigilé, il va voir le début de quelque chose et il va pouvoir dire c'est ce type de vase. C'est très compliqué à l'heure actuelle avec les IA qui sont sur le marché parce qu'elles vont demander énormément d'informations. Il va falloir segmenter toutes les parties. Donc dans ce cas précis, l'intérêt est quand même relativement limité, d'autant qu'un céramologue sera capable d'identifier avec très peu d'images, ce qu'on disait, voilà, il va voir 3 formes de, je sais pas moi, une amphore de Tarraconède, une Pasquale 1, il va pas lui en falloir 100 000 pour pouvoir la reconnaître. Alors qu'une IA, il va lui en falloir 100 000 ou 150 000. Et donc, il y a un intérêt limité. Il peut y avoir un intérêt sur des éléments factuels, par exemple sur de l'inventaire. Mais après, les choses très compliquées, j'allais dire très simples, mais très compliquées, c'est-à-dire regarder la pâte, incliner pour voir les traces d'engobe, etc. Il y a trop de paramètres à l'heure actuelle pour que les IA aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, puisqu'il y a des nouveaux types d'IA qui arrivent et qui vont mélanger de l'IA symbolique et de l'IA connexionniste, qui vont par exemple identifier une céramique, on va dire une amphore, et vont comprendre des concepts. Donc dans un premier temps, ils identifient l'amphore, et après ils vont voir s'il y a un col qui est de cette forme, s'il y a une amphore qui est de cette forme, alors la probabilité est que c'est ce type. On n'en est pas encore là, ça existe, c'est encore un champ de travail à développer, mais qui va demander énormément de moyens, énormément de data. Donc il y a encore une marge quand même importante dans l'utilisation d'une IA qui sera capable d'identifier toutes les céramiques, sachant que pour les céramologues dans la salle, sur une production, parfois la pâte est claire, parfois la pâte est plus grise, parfois il y a eu un coup de feu et vous êtes capable d'identifier, même s'il y a un coup de feu, quel type de céramique c'est. Une IA ne sera pas capable, parce que si ce n'est pas dans la base de données, elle ne sera pas capable de l'analyser. Donc imaginez toutes les configurations qu'il faut prendre en compte pour que IA soit aussi performante qu'un céramologue. Je pense qu'on a encore beaucoup de marge. Merci. Et donc sur la troisième catégorie, donc les données brutes qui sont issues des scanners et donc des images LIDAR. Est-ce que Jonathan, tu peux nous donner l'exemple de tes travaux sur le LIDAR? Oui, alors, je suis piraté. Non, si, il faut attendre un petit peu en fait. En fait, moi, j'ai travaillé beaucoup sur des données spatiales. J'ai pris le train du LIDAR parce que, tu l'as dit, j'ai travaillé sur ma thèse dans les années 2010 et donc j'ai été embarqué là-dedans à commencer à traiter sur des données LIDAR, mais vraiment sur des terrains très divers, de la Bourgogne à l'océan Indien, en milieu montagneux, en milieu littoral. Et puis, cette utilisation du LIDAR, elle se fait, une fois qu'on devient un peu expert d'une technique, elle se fait assez facilement. Et puis, on voit un peu la diversité, on prend de la méthode, etc. Et puis, ça restait gérable quand même dans ces années-là, parce que les acquisitions, elles étaient sur des surfaces de 50 km², 100 km². Et puis en fait, la question qui s'est posée, c'est le moment où on a commencé à faire des acquisitions très vastes, où là, ça demandait quand même un temps un peu plus important pour pouvoir les exploiter, et avec le défi qui se présente à nous maintenant de la mise à disposition du LIDAR de l'IGN sur l'intégralité du territoire national à l'horizon de la fin de l'année prochaine. Et c'est aussi une préoccupation que j'ai rencontrée chez beaucoup de collègues, encore plus chez ceux qui avaient moins l'habitude de l'utilisation de ces données. Donc on a à la fois ce problème de comment on va gérer une donnée aussi grande classiquement quand on connaît le LIDAR, mais aussi comment on peut généraliser son usage alors que ça demande une certaine expertise ou en tout cas une habitude pour repérer les formes, les choses comme ça. Et donc c'est dans ce contexte-là qu'on a eu l'idée qu'on a développé avec un collègue d'Occitanie notre projet d'utilisation de l'intelligence artificielle pour détecter les formes archéologiques sur des données, pour l'instant LIDAR, mais sur de l'imagerie archéologique aérienne en général, pour gagner du temps, pour gagner en systématisation aussi de la façon de procéder, et puis, mais vraiment comme un outil. Là encore, c'est ce qui a été dit, nous, on ne veut pas que ça fasse tellement à notre place, on veut un outil qui nous aide et qui nous fasse gagner ce temps. Et puis aussi pour donner accès à plus de monde, parce qu'en fait, si on reste quelques experts du LIDAR, ça ne peut pas fonctionner.
Et donc notre outil, il permet de détecter, de faire des boîtes englobantes sur des formes. Donc j'ai vu tout à l'heure un panneau dans la salle d'attente là sur les fours à chaud. Donc on lui apprend à détecter les fours à chaud et puis il repère les fours à chaud. Alors je sais que derrière ta question, il y avait un peu le sujet aussi des faux positifs. Et donc c'est vrai que là-dedans, on a des paramètres qui sont à prendre en compte dans une étude par intelligence artificielle, qui sont d'une part la précision, c'est-à-dire le nombre d'entités qui sont trouvées, le nombre d'entités vraies qui sont trouvées par rapport au total des entités, parce qu'il va trouver des formes qui pour lui sont des fours à chaud, mais qui en fait n'en sont pas. Et donc là, il faut qu'on ait la connaissance de cette proportion. Et puis l'autre élément, c'est ce qu'on appelle le recall, la réplique, c'est-à-dire la quantité de sites qu'il va nous trouver par rapport à la quantité réelle qu'il y en a sur notre dalle. Quand on travaille sur tout un département, il ne va peut-être pas tous les trouver. Alors ce qu'on voit dans le fonctionnement de notre outil, c'est que effectivement, il ne les détecte pas tous, donc c'est à nous de bien placer le curseur, mais il en détecte aussi qu'on n'avait pas vu nous. C'est-à-dire on fait les tests sur des zones où on a regardé, où on ne lui donne pas à manger celle-là pour ne pas tricher, et on voit qu'il en trouve des vrais qui nous ont échappé. Donc, c'est vraiment un outil qui nous apporte quelque chose et tout l'enjeu, c'est de placer bien le seuil pour qu'on ait... Alors nous, on préfère avoir un peu de faux positifs, mais pas trop, parce qu'en fait, ce qu'on veut, c'est uniquement que ça nous aide à repérer les zones archéologiques, à faire une validation derrière, et surtout que tout ce temps gagné, ça a été évoqué, à quoi elle sert l'IA? Pour nous, elle sert à gagner du temps pour aller sur le terrain, faire les vérifications et faire l'expertise archéologique qui est le cœur de notre métier. On ne veut pas un outil qui nous sorte des données pour rien en faire ou pour partir uniquement d'elle, mais pour justement avoir comme but de faire gagner du temps à l'archéologue et du temps scientifique pour nous en expertise. Après, donc, on a vu les modèles donc, qui sont utilisés d'apprentissage supervisé, qui quand même paraît le plus proche de nous, l'utilisation qu'on peut en avoir en archéologie. Ça permet de toujours garder la main sur le raisonnement. Donc, c'est ce que tu viens de dire. On utilise quand même un outil, mais on va être amené, puis on l'est, parce qu'on ne sait pas éventuellement comment l'IA a fini par retrouver ces fours à chaud. Donc, à un moment, on ne sait quand même pas le fonctionnement de la machine. Et donc, elle nous interroge, puisque c'était quand même la question initiale de notre table ronde, c'est-à-dire comment on inscrit l'IA dans le processus de recherche. Donc, la question, elle est comment finalement on présente une recherche sans être en mesure d'expliquer comment on est arrivé au résultat. Donc ça quand même, ça pose un sérieux problème. Et donc, donc je vais me tourner vers toi, Brice, par rapport à cette question-là. C'est dans ton dernier article à apparaître où tu reviens sur ce processus de recherche et comment on intègre l'intelligence à l'intérieur. Tu écris: pour qu'un outil puisse être utilisé de manière pertinente dans la recherche scientifique, il est nécessaire de comprendre son fonctionnement. Je sors la phrase de son contexte. Et donc maintenant, je vais te permettre de la remettre dans son contexte. Est-ce que c'est possible donc d'aller vers donc de faire rentrer dans la recherche un outil dont on ne comprend pas le fonctionnement, et donc on n'est même pas certain de sa conformité en termes d'outils scientifiques, et est-ce que ça affecte pas justement les résultats qu'on va en donner? Comment est-ce que je juge si le résultat il est bon ou pas, puisque je ne sais même pas comment ça marche? C'est toute la question, effectivement. C'est ce qu'on avait déjà dans le début de la question sur les données. En fait, alors, je parle d'Aristote, je vais parler de Kant, je vais parler de plein d'auteurs, vous avez compris, hein, je ne parle pas en mon nom, je suis philosophe, donc je m'appuie sur 2500 ans d'histoire des idées. Ce n'est pas Brice de Vaudras qui parle. Mais ce qui est intéressant, c'est de dire que depuis le début, en philosophie, on dit « le propre du sage est d'ordonner ». C'est-à-dire que c'est parce que nous avons une intelligence qu'on va être capable d'ordonner, de structurer des données, de les classifier. Et on va aller plus loin en épistémologie avec Bachelard qui va dire une donnée sans théorie scientifique derrière n'est rien. En fait, la donnée seule n'existe pas. Et donc toute la question de cet usage de ces outils, c'est de dire dans quelle mesure c'est un outil, comme le mot est revenu souvent, c'est un outil qui me permet d'avoir des données que j'ai moi-même classifiées en amont, ou est-ce que je me retrouve avec des données qui viennent un peu de nulle part, où je n'avais pas la classification à l'origine. Donc on l'a bien vu avec les 3 formes de données, c'est un vrai souci. Donc comment utiliser ces conclusions de l'intelligence artificielle comme un outil dans notre recherche scientifique? Tout l'enjeu, ça va être d'avoir un minimum de compréhension du fonctionnement de l'outil. Donc ça, c'est ce que je dis dans mon article. Pourquoi ? Parce que c'est à partir de la compréhension de l'outil que l'on va pouvoir mettre en place
les expériences pour analyser les résultats et ensuite les interpréter. On a en épistémologie un cas célèbre. On a fait passer un IRM, donc d'imagerie médicale, cérébrale. On fait passer le test, on présente des images avec des interactions sociales, et on demande est-ce que les personnes sont en colère ou est-ce qu'elles sont apaisées, etc., etc. On obtient un résultat qui est significatif. Donc, la personne dans l'IRM a perçu de la colère ou de la tendresse, etc. Sauf que dans cet article, la personne dans l'IRM, c'était un saumon mort. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, les données même de l'IRM, si on ne sait pas l'utiliser, donnent des faux positifs qui, en fait, n'ont aucun sens. Et c'est parce que nous avons une compréhension du fonctionnement de l'outil que l'on va pouvoir appréhender ces résultats et savoir reconnaître les faux positifs, des faux négatifs, etc., etc. Et donc, il faut un minimum de compréhension. La difficulté, c'est ce qui a été évoqué, c'est qu'en fait, aujourd'hui, un système d'IA, c'est pas de votre science. C'est-à-dire que ceux qui conçoivent ces outils ne sont pas des archéologues. Et vous n'êtes pas formés en informatique pour comprendre et dépasser cette opacité, ces boîtes noires que nous avons dans ces systèmes d'IA. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on n'utilise pas du tout ou est-ce qu'on accepte ces conclusions ? Moi, ce que je propose, c'est de dire, si nous n'avons pas une connaissance suffisante du fonctionnement, alors on peut accepter les conclusions, mais il faut reconnaître que nous effectuons une délégation cognitive. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire que je vais déléguer cognitivement, donc rationnellement, intellectuellement, la conclusion, la saveur de ma conclusion à cet outil. Autrement dit, je fais confiance aux personnes qui l'ont créé pour l'avoir créé de la meilleure façon et de m'avoir expliqué la bonne façon de l'utiliser pour accepter les conclusions. Mais cette conclusion est donc dépendante de la confiance que je vais avoir dans le système d'IA, dans les ingénieurs qui sont derrière, dans l'usage que j'en ai ou dans l'usage qu'en ont mes collègues en archéologie. Si tel ou tel collègue utilise cet outil, est-ce que je vais avoir confiance dans son usage et donc accepter ses conclusions ? C'est tout l'enjeu et là on crée une délégation cognitive. Donc ce n'est pas un problème absolument, mais par contre il faut bien savoir que les conclusions que l'on obtient, que l'on va obtenir à ce moment-là, seront liées à cette délégation. Donc la confiance dans les conclusions est dépendante de la confiance dans, ici, les systèmes d'IA. On comprend donc voilà qu'on peut admettre ce fonctionnement-là si on rentre pour une deuxième fois, parce que c'est donc la deuxième fois qu'on utilise le mot confiance, donc quand même on y va. Hein. On peut peut-être le définir. Le mot confiance, oui, vas-y, moi après sinon je te donner l'occasion de le faire un tout petit peu plus loin. Je voulais t'interroger, Jonathan, par rapport à ça. Dire, soit effectivement on fait confiance, soit après on fait appel à des gens qui connaissent un petit peu la machine. Et puis après, quand on va être nous archéologues, qu'on a une idée et qu'on va la mettre en œuvre, on en parlait hier. Au bout d'un moment, on commence à trouver ça presque facile, mais au début, c'est pas possible de le faire seul. Et donc c'est une simple question. Il y a quand même aujourd'hui, je crois aussi bien au ministère de la Recherche qu'au ministère de la Culture, des ateliers numériques. Je crois que ça s'appelle comme ça, où ils ont peut-être pas le même nom dans chaque ministère, mais où je crois qu'il y a des data scientists qui sont mis à disposition des chercheurs pour que justement ils soient accompagnés dans la création d'un outil qui ça puisse leur permettre de comprendre le fonctionnement de l'outil qu'ils créent. Oui, c'est ça qui s'est passé pour nous. Voilà, c'est la petite latence. C'est ça qui s'est passé pour nous. Au début, on a bien conçu, on savait que ça allait marcher, on a fait un peu l'exploration. Et puis, le ministère de la Culture a recruté un data scientist, un ingénieur en computer vision qui crée l'outil pour nous. Donc, en fait, c'est comme ça qu'on peut réussir à le faire. Par contre, c'est nous qui sélectionnons les données d'entrée, c'est nous qui plaçons le seuil de la qualité de ce qu'on attend comme résultat. Et on a des échanges très précis avec lui. Mais en archéologie, au final, depuis très longtemps, en fait, on intègre des outils. Ça a été les statistiques, ça a été les bases de données, les systèmes d'information géographique avec des effets de mode que vous avez tous constatés. Si on regarde les sorties de sujets de master, selon les périodes, on voit bien ces effets-là. Pour autant, les archéologues ne sont pas devenus chimistes, informaticiens. Et en fait, l'usage, il se fait parce qu'on connaît, enfin, c'est ce que Brice a dit, on connaît une partie et on sait comment c'est fait. Mais je veux dire, dans cette salle, tout le monde ou presque utilise des dates carbone 14. Pour utiliser correctement une date, il faut savoir la lire, il faut connaître les paliers, il faut savoir à quoi correspond la courbe, connaître les effets de vieux bois ou d'eau dure. Mais il n'y a pas grand monde qui sait exactement comment fonctionne le spectromètre, l'accélérateur de particules. Et donc, à partir du moment où on a créé l'outil correctement, d'une manière scientifique, avec nos préoccupations et les bons jeux de données,
À partir de là, on peut l'utiliser avec un niveau minimum de formation qui nous suffit. C'est-à-dire que nous, le data scientist, il est là pour fabriquer l'outil, mais lorsqu'on mettra l'outil à disposition de tout le monde, puisqu'on crée un outil libre, il sera avec un mode d'emploi, avec les courbes qui seront publiées, les données qui sont publiées, qui permettront aux archéologues de se l'approprier. Entendu. Donc, je poursuis, parce qu'on était parti toujours sur ce processus de recherche. Donc on voit qu'on peut faire énormément de choses avec la machine, qu'on peut gagner du temps, qu'on peut ouvrir ces champs de recherche. Donc on sent bien que c'est susceptible de bouleverser notre façon de faire de la recherche et même les directions dans lesquelles on fait aujourd'hui de la recherche en archéologie. Et donc, pour poursuivre sur le processus de recherche, je vais citer ce que Jean-Claude Gardin et puis Jean-Paul Demoule ont écrit sur l'archéologie, en précisant que c'est une science et en quoi c'est une science. Et donc, c'est une science parce qu'en 1, ça détermine des objectifs, en 2, ça procède à une collecte, en 3, à une description, en 4, à un traitement, en 5, émet des interprétations et en 6, opère une validation. Et là, il précise que dans la validation, elle est à la fois logique, cette validation, car les propositions interprétatives doivent être logiquement bien formées et enchaînées. Donc ça, c'est quand même extrêmement important, parce qu'il n'y a pas que nos propres recherches, nos rapports de fouilles. Quand on parle de recherche en archéologie, aussi, c'est éventuellement un thésard qui va avoir à présenter le résultat de ses travaux. Donc le processus de validation, il est là vraiment extrêmement important. Et donc il y a un deuxième type de validation, c'est la validation qui dit empirique, puisque l'interprétation proposée acceptera de nouvelles découvertes sans être invalidée. Donc ma question, et je la pose à Brice, et donc c'est l'occasion de revenir à nouveau sur cette notion de confiance qui accompagne la notion de validation. Je pourrais la tourner comme ça, la question, est-ce qu'il ne faut pas inventer, parce qu'on a vu, je reviens un petit peu en arrière, on a vu que sur les premières étapes, j'espère pas la première étape, détermination des objectifs, j'espère que l'IA se tiendra tranquille encore pendant un moment sur la détermination des objectifs, mais sur la collecte, la description, le traitement, on est d'accord que là, c'est un outil qui peut être extrêmement utile. On voit qu'il dépasse le fait de l'inventaire et de la façon dont on utilise les outils en archéologie. Donc, il va jusqu'à l'interprétation quand même. Donc, il se permet d'aller jusqu'à l'interprétation. Donc, quand il va jusqu'à l'interprétation, il remet un petit peu en question les capacités de validation. Donc, ma question était celle-là, puisqu'il existe une validation logique, une validation empirique. Est-ce que demain, il faudrait faire une catégorie de validation propre à l'IA, ou est-ce qu'elle rentre dans l'une ou l'autre de ces déjà catégories? Pourquoi pas? Tout est possible. En fait, ce qui est intéressant, ça va être de pouvoir interroger la portée que l'on souhaite avoir dans cette conclusion. Si on l'utilise simplement pour s'aider à brainstormer, comme ça a été évoqué, après tout, on s'en fiche de la validation. Ça nous donne des pistes, et ces pistes ensuite seront interrogées dans nos processus classiques de validation, qu'elles soient empiriques ou logiques, théoriques, selon telle ou telle partie de notre science. Donc c'est pas un problème. La question, c'est est-ce qu'on prend la donnée telle qu'elle, en conclusion directement? Est-ce qu'on la choisit dans un intermédiaire? Et si c'est cet intermédiaire, dans quelle partie? L'avantage de cet outil d'intelligence artificielle, c'est qu'elle se propose comme étant un outil qui va se retrouver dans tous les lieux possibles où il y a de l'intelligence humaine. Du moins, c'est la promesse faite. Donc, à cela, on va pouvoir dire qu'il y aura et une validation empirique et une validation logique. Les deux sont possibles. À nouveau, la question, c'est l'ordre que nous plaçons nous-mêmes dans ces parties. Parce que, de manière générale, chaque discipline, chaque science a ce qu'on appelle un mode de procédé qui lui est propre. Une discipline va agir selon certaines règles, selon certaines normes qui lui sont propres et qui rendent raison de l'analyse de son objet. C'est-à-dire qu'on ne va pas analyser un même objet de la même manière en fonction de la science. Alors, je prends un exemple qui est loin de l'archéologie, mais pour donner bien cette illustration de cela, on ne raisonne pas de la même manière dans la discipline que sont les mathématiques ou dans l'éthique. C'est-à-dire que nous avons 3 personnes. Supposons qu'une personne ait besoin d'une greffe de rein et l'autre une greffe de cœur pour survivre les deux, et que je suis compatible ici pour une greffe de rein et une greffe de cœur. Mathématiquement parlant, 2, c'est mieux que 1. Est-ce qu'il faut me tuer et donner mon cœur et moi? Si on est simplement en mathématiques, dans le mode de procédé mathématique, on ne voit pas le souci. Dans le mode de procédé éthique, j'ose espérer que vous avez compris qu'il y avait un souci. Donc, l'intérêt ici, c'est de dire, très bien,
dans cette discipline qu'est l'archéologie, quels sont nos modes de procédé et quelles sont les interrogations que nous devons avoir pour valider chaque processus. Et attention, quand je parle de valider chaque processus, je ne parle pas simplement de valider les conclusions. C'est parce qu'on a validé les prémices, c'est parce qu'on a validé toutes les étapes que l'on peut accepter la pertinence de la conclusion. Donc ça va être l'enjeu, tout à fait. J'avais tout saisi, c'est simple, hein, jusqu'à là. On va compliquer un petit peu maintenant le sujet, c'est-à-dire que là, on était dans un processus de recherche assez simple, un petit peu comme il est expliqué là, par Jean-Paul Demoule sur la façon dont on suit le processus. Mais en archéologie, ça ne se passe pas tout à fait comme ça, parce que depuis très longtemps, c'est une science interdisciplinaire et qui fait intervenir, tu l'as déjà dit plus ou moins dans ta réponse, qui fait intervenir plein de disciplines qu'on appelle connexes, et beaucoup de disciplines qui sont aujourd'hui... pour certaines, qu'on appelle des sciences dures et qui sont gourmandes d'intelligence artificielle, ou en tout cas qui sont des secteurs où ça va être facile d'ajouter de l'intelligence artificielle. Donc c'est des sciences connexes qui sont énormément développées, qui ont apporté énormément de connaissances à l'archéologie et qui ont fait faire à l'archéologie une véritable révolution. Et aujourd'hui, quand même... Quand on lit un certain nombre de rapports, de fouilles, on s'aperçoit qu'on a beaucoup de ces sciences connexes qui arrivent. Donc on les connaît, la zoologie, l'archéologie, l'archéozoologie, bon, je ne vais pas toutes les citer, mais on les a toutes comme ça, souvent en fin de rapport. Et donc le responsable d'opération, avec le temps qu'il a éventuellement essayé de mettre toutes ces disciplines en lien. Et aujourd'hui, on est un peu frustré. On voit quand même qu'il y a beaucoup de disciplines connexes qui n'opèrent plus de pont, de croisement entre elles. Et donc, tout ce que ça pouvait apporter, ça ne l'apporte plus forcément. Donc, j'ai une double question. Ma question même va être triple, parce que à la fois, donc, avec l'intelligence artificielle, on va aller encore plus loin dans chacune de ces disciplines. Donc, on va avoir à la fin de chacun de nos rapports des études qui vont être de plus en plus compliquées à comprendre. Et en même temps, grâce à l'intelligence artificielle, on va être aussi en mesure d'inventer des nouvelles. Donc, on en aura encore plus à la fin des rapports. Donc, après, pour le responsable d'opération, qui doit essayer quand même de synthétiser tout ça, puis d'en faire sortir une connaissance, ça va devenir extrêmement compliqué. Donc la question, elle est assez simple. Est-ce que on va vers un pire avec l'intelligence artificielle à cause de ça, ou est-ce qu'au contraire, on peut imaginer que l'intelligence artificielle puisse aider à faire ces ponts entre toutes ces disciplines qui sont parfois très différentes, mais déjà un truc simple qui est à la rigueur de faire des ponts entre les différents types de mobilier. Ça, à la rigueur, le responsable d'opération arrive à le faire. Mais après, faire des ponts entre le mobilier et les analyses paléo-environnementales, etc., etc. Donc là, peut-être que l'intelligence artificielle est capable aujourd'hui de faire ce que nous, on ne parvient plus à faire. Et alors après, c'était par rapport à la validation. Donc peut-être que je peux garder ma question, mais comme ça, vous y répondez tous les trois. On l'a vu, donc une difficulté déjà quand même pour valider le fait qu'on utilise l'IA dans le processus de recherche archéologique. Mais si, en plus, on a fait appel à 10 000 personnes qui utilisent eux-mêmes l'intelligence artificielle, qui l'ont utilisé avec un outil, mais qui l'ont aussi utilisé pour faire leur recherche bibliographique, etc. La personne qui valide, elle fait comment ? Voilà, je vous laisse répondre à ces 3 questions. Je ne sais pas qui veut commencer. Juste pour le constat par rapport au fait que oui, des fois en CTRA, etc., on voit des rapports où on se dit qu'effectivement il y a plein de super études mais qu'elles n'ont pas été bien synthétisées entre elles, il n'y a pas eu ce croisement-là. Alors effectivement, l'intelligence artificielle, elle peut être amenée à aggraver le problème en diversifiant, en amenant tout un peu plus loin, mais on peut penser aussi que ça sera un outil pour finalement traduire dans un langage plus propre aux responsables d'opération les différents éléments et permettre en fait que ces données soient combinées si on met le bon prompt, la bonne méthodologie qui permet de les confronter, etc. Donc, c'est à la fois un risque, mais c'est aussi un espoir pour qu'on aille plus loin là-dessus. Après, ça dépend aussi, ça a quand même été évoqué, des moyens qui sont dévolus à une opération. Si aujourd'hui, c'est pas fait, c'est pas parce que il n'y a pas de capacité de le faire, c'est parce qu'il n'y a pas les moyens pour le faire en général, quand c'est parfois juste un empilement. Donc, le rôle du responsable d'opération, il a déjà évolué au fil du temps. Déjà, c'est animer un collectif scientifique de manière plus importante que ça s'est pu se faire par le passé.
Et donc le rôle du responsable d'opération, il va continuer d'évoluer avec ces outils qui sont mis à disposition et avec des moyens de discussion, des moyens de conversion de langages scientifiques différents pour que ça converge vers un même but. Oui, merci. Je suis tout à fait en phase avec ce que tu as dit, Jonathan. Je pense que... Alors peut-être que... Voilà. C'est le tien, ouais. Voilà. Il ne répond qu'à son maître, c'est pour ça. En fait, effectivement, il y a presque comme un cercle vicieux ou vertueux. On va générer de l'IA, de la donnée analysée par l'IA qui va régénérer de la donnée, etc. Et après, bon, beaucoup de données, est-ce que c'est néfaste ou pas? Ça, je sais pas. Après, c'est vraiment, il faut trier la bonne donnée. Est-ce que c'est une IA qui triera la bonne donnée à la fin? Quel est le rôle de l'archéologue dedans? Mais ça me fait plutôt penser une sorte de retour en arrière à l'époque de Lafan, pour ceux qui l'ont connu. Les archéologues étaient, je dirais pas omniscients, mais avaient vraiment beaucoup de connaissances dans différents domaines, mais des connaissances avec les accès bibliographiques qu'il y avait à l'époque. C'est-à-dire que l'archéologue, à l'époque, était capable d'être numismate, d'être un peu numismate, un peu céramologue, un peu anthropologue, etc., un peu topographe aussi. Donc, il était capable un peu de tout faire, mais dans les limites du possible et dans les limites, comme je disais, des données qui étaient accessibles. Et là, on a un peu l'impression que ça revient, mais avec des métadonnées, avec énormément d'informations, et le responsable d'opération va récupérer toutes ces données. Effectivement, qu'est-ce qu'il va en faire? Et donc, c'est là où l'intelligence artificielle pourrait être une sorte de support, comme un tuteur de l'ancienne époque qui aura collecté toutes les infos et qui sera capable de lui donner, en fait, de faire les liens aussi entre le matériel, les écofacts, parce que c'est vrai qu'on génère quand même beaucoup plus d'informations qu'au début de l'archéologie telle que je l'ai connue. Les prélèvements Palino, par exemple, c'était plutôt aléatoire. Là, généralement, c'est plutôt spécialisé, systématisé, suivant les contextes sédimentaires. Et donc, c'est peut-être aussi là que l'IA a un rôle à jouer, d'aller chercher les correspondances entre sites, entre mobiliers, entre spécialistes, pour permettre à l'archéologue, au final, de vraiment nourrir sa réflexion et d'aller chercher l'essentiel, en fait, de l'analyse scientifique. Complètement. Moi, je proposerais, pour partir dans la même direction, parce que je trouve ça vraiment très intéressant, une réponse en 3 temps. Ça va être assez court malgré tout, je vous rassure. Premier élément, en fait, toute cette donnée, ce que l'on va interroger justement, c'est ce qu'on a dit depuis le début, c'est la confiance que l'on peut lui accorder ou non. Petite définition, si vous le souhaitez, de la confiance. J'utilise Marc Hunyadi, Au début et la confiance, au bord de l'eau 2020, pour la référence bibliographique, qui nous définit la confiance comme étant un pari sur une attente de comportement. Et en fait, on peut attendre du comportement de nos collègues en sciences qu'ils aient fait le travail nécessaire pour utiliser un outil de la bonne manière. On peut attendre du comportement des ingénieurs derrière les IA qu'ils aient fait un travail qui nous permette d'accepter les conclusions, qui nous permet d'avoir confiance dans les résultats. Et donc, si les personnes sont suffisamment bien formées, on peut tout à fait avoir cette attente de comportement et donc d'accepter toutes ces données. Et là, on a une richesse qui est très intéressante. La question, c'est une fois qu'on a fait confiance, qu'est-ce que l'on fait, nous, pour avoir? Donc, deuxième élément de réponse, moi, je vous invite, en tant qu'archéologue, à devenir des hommes et des femmes cultivés au sens aristotélicien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Aristote définit l'homme cultivé dans les parties des animaux, livre 1, chapitre 1, qu'importe. Il nous dit... L'homme cultivé est celui qui est capable de juger avec sagacité de la limite et de la portée d'un discours. Ce n'est pas de connaître toutes les conclusions de toutes les sciences. On n'a pas besoin d'être expert en informatique, expert en IA pour accepter les conclusions de l'IA. En revanche, on a à être formé pour se dire non, là il y a quelque chose qui ne va pas, ou oui, ici ça correspond au domaine interrogé. Et donc de devenir homme et femme de culture, c'est-à-dire d'être capable de saisir la limite du discours que l'on reçoit et donc de l'utiliser à bon escient. Et donc, troisième élément de réponse, en cela, je pense que c'est absolument fascinant pour votre science. On va peut-être pouvoir avoir une interdisciplinarité redynamisée grâce à ça, qui est très valorisante, qui va pouvoir avoir du fruit, de beaux fruits et des fruits savoureux. La question,
c'est de bien connaître sa science, d'être chacun sûr de ce qui fait que ma science est une science, qu'est-ce qui fait que je suis capable de mettre en place les bons éléments méthodologiques, les bons présupposés théoriques et d'avoir une confiance adéquate dans les outils que j'utilise. Ça va être tout l'enjeu. Tu as répondu en partie, parce qu'après, je voulais à nouveau, parce que chaque fois, vous êtes positif, et alors chaque fois, j'essaye de vous freiner quand même dans votre enthousiasme. C'est un peu mon rôle. Et donc là, je rajoute un petit étage, mais éventuellement, vous avez déjà répondu à la question. C'est-à-dire qu'on a dit tout à l'heure, par rapport à tout ce qui était texte, on reviendrait sur l'intelligence générative. Donc, ce que les uns et les autres, on va être amenés à utiliser en premier, et qu'on utilise déjà d'une certaine façon. Donc, c'est sur la recherche bibliographique, la recherche de documents. On va interroger l'IA et notre discipline, par exemple, comme toutes les disciplines, elle porte des courants philosophiques. L'histoire de l'archéologie, elle s'est écrite avec de nombreux courants. Chaque courant s'appuie sur le précédent, puis il y en a qui se concurrencent aussi par moment. Aujourd'hui, on est dans le déterminisme environnemental. Demain, on sera certainement sur un autre courant. Et tout ça, ça donne du matériel qu'on va retrouver sur Internet et que l'IA va utiliser. Donc des choses qui peuvent comporter aujourd'hui, qu'on considérait des biais, des erreurs, etc. Un certain nombre de choses qu'on a totalement remis en question. Et quand l'IA va faire sa recherche, est-ce qu'elle est capable de voir ces biais? Est-ce qu'elle est capable de comprendre qu'il y a eu des courants philosophiques qui ont porté notre discipline? Donc, ou elle va faire un gros mélange, et elle va tout mélanger en nous donnant la réponse. Donc, la question est celle-là, pour rendre un petit peu plus difficile votre travail, c'est de répondre, est-ce que l'IA est en mesure de voir des biais? Est-ce qu'elle est en mesure de voir des courants philosophiques avant de formuler sa réponse quand on fait une recherche, par exemple, bibliographique ou une demande de synthèse sur un sujet? Un de vous, parce qu'après, il faut qu'on avance. Un seul de vous, choisissez bien. Alors, justement, c'est ce que j'évoquais, de saisir la limite et la portée du discours. Je me répète, mais je pense que c'est le plus important. Évidemment qu'une IA va être biaisée, d'une manière ou d'une autre. C'est le souci. Mais de manière générale, nous avons tous des biais. Et justement, tout l'enjeu, c'est d'être capable de faire preuve d'esprit scientifique pour dépasser les biais naturels que nous avons. Et tout l'enjeu des révolutions scientifiques que nous pouvons vivre dans telle ou telle discipline seront justement l'enjeu de dire attention, en fait, nous étions en train de nous fourvoyer, il y avait tel ou tel biais. Donc en fait, on ne l'évitera jamais absolument. La question, c'est quel est le point qui sera le plus important pour nous ? Quel est l'élément qui va nous permettre d'avancer au vu des objectifs que nous nous donnons? C'est ce qu'on disait au début, c'est le premier élément dans la science ici. Quels sont les objectifs? Et est-ce que c'est un bon moyen pour? Oui, il y aura des biais, ça c'est sûr. Et à nous de savoir les repérer. Oui, nous sommes nous-mêmes biaisés. À nous de le savoir et d'appréhender en fonction de cela. Et donc, en fait, de ne pas rester seul. L'usage de l'IA seul, à mon sens, devient très très vite problématique parce que justement on a une délégation cognitive qui se fait, qui est beaucoup trop forte pour un seul individu, pour une seule personne dans le processus de production de la connaissance. Vous êtes une science, or la connaissance scientifique est une connaissance sociale. Ça dépend de tous ces scientifiques qui sont avec vous. C'est-à-dire que lorsque vous allez utiliser typiquement le carbone 14, la datation par carbone 14, vous allez présupposer toute cette théorie de la connaissance qui a été effectuée par d'autres avant vous. Il y a toujours cette délégation cognitive qui se fait parce que c'est une connaissance sociale. Nous ne sommes pas seuls face à nos recherches. Et donc tout l'enjeu, c'est de ne pas rester seul face à cette IA. Si on reste seul, là, ça peut être vraiment problématique, c'est sûr. Et puis après, il y a toutes les questions, évidemment, qui sont autres que le champ scientifique, d'écologie, d'économie, qui vont interroger l'usage de l'IA, qui peut, là, peut-être donner à raison des freins autres, on est d'accord. Mais d'un point de vue purement épistémologique, je pense que si on retient que que la connaissance est une connaissance sociale dans la science, on peut faire de belles choses à condition d'être très rigoureux et donc de savoir qu'il y a des biais et de chercher à les dépasser. Merci.
Un autre point, parce qu'on l'a évoqué depuis le début, et puis vous l'avez évoqué chaque fois les uns et les autres dans votre réponse. Pourtant, on l'a dit au départ, sélectionner, c'est faire un billet. Donc on l'accepte. Alors, quand on est archéologue, je disais, sur un terrain, on fait que ça, sélectionner. Heureusement, sinon il faudra emmener tout le site. Donc après, on donnerait ça au service régional de l'archéologie et ils géreraient leur dépôt. Et donc voilà, on arrive sur la notion de sélection de données, ça c'est important. Donc on fait un biais et finalement on a l'impression dans tout ce que vous avez pu dire que c'est un travail essentiel. Finalement, c'est le travail essentiel de base et moi je trouve ça finalement assez positif parce que finalement on en revient à l'archéologue de terrain qui est sur son terrain en train de faire la sélection. Et donc là, quand on sélectionne, de fait, on est très 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 loin de l'IA. On peut pas imaginer, on en a discuté, on peut pas revenir sur cette question parce que c'est un peu long, mais on peut même pas imaginer aujourd'hui, parce que les outils ne fonctionneraient pas, imaginer que l'IA soit sur le terrain pour sélectionner à notre place, c'est même pas envisageable. Donc voilà, on est vraiment sur un mode de sélection et aussi de prise d'informations. Donc dans cette prise d'informations, on avait le mobilier archéologique, etc. Donc on voit que les SRA sont un peu dépassés par la quantité de mobilier archéologique. Aujourd'hui, on fait de la photogrammétrie, on commence à faire effectivement utiliser un certain nombre d'outils technologiques numériques. Et donc on multiplie les données, elles sont en nombre de plus en plus important. On ne sait pas comment les conserver. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui les SRA sachent vraiment comment on peut conserver ces données numériques et surtout les consulter, parce que ça n'a pas d'intérêt de les mettre si on ne peut pas les consulter. Donc et là, avec l'intelligence artificielle, on est bien d'accord, on va en faire encore plus de ces données. Je crois que vous avez les uns et les autres commencé un petit peu à répondre à cette question. Ça veut dire qu'on peut faire de l'intelligence artificielle sans forcément utiliser énormément de données. Donc on se retrouve quand même avec ce problème-là, sachant que, j'ai parlé tout à l'heure, on est dans un courant de déterminisme environnemental. Ça veut dire qu'on se soucie de l'environnement quand même, et on se soucie des sociétés, dans quel environnement les sociétés ont grandi. Et donc là, aujourd'hui, moi, je me soucie de l'environnement dans lequel j'évolue, et que si on multiplie les données, à un moment, tout simplement, les data centers feront faire exploser la planète. Donc à un moment, voilà, il y a une nécessité de sobriété numérique. Qu'est-ce que vous pensez de cette sobriété numérique? Et après, après, je poserai ma question suivante après. Je vous laisse répondre sur la sobriété numérique. Alors, il faut savoir qu'actuellement, l'économie de l'intelligence artificielle, en s'appuyant uniquement sur les données des data centers, ça représente à peu près 2% de l'énergie utilisée dans le monde. En 2030, on sera à 3%, ce qui va représenter grosso modo la consommation d'un pays comme l'Espagne. Donc voilà, on a un nouveau pays consommateur d'énergie qui émerge et qui évidemment va consommer encore plus d'énergie. Pour ceux qui suivent un petit peu les actualités sur l'intelligence artificielle, peut-être que vous avez entendu parler du projet Stargate que Donald Trump a fièrement lancé le deuxième jour de son investiture avec les patrons d'Oracle, d'OpenAI, etc. 500 milliards de dollars. On a des projets similaires avec Meta et Zuckerberg. Voilà, il va falloir, pour alimenter ces data centers, des data centers qui vont consommer plus d'1 gigawatt, donc à chaque fois une centrale nucléaire qui va être adossée pour faire alimenter ça. Donc effectivement, il y a un enjeu. Il y a un enjeu environnemental qui est fondamental. Mais comme je le dis tout à l'heure, il n'y a pas forcément de fatalité à toujours utiliser en fait ces systèmes. Il y a plein de systèmes d'architecture d'IA qui fonctionnent. Tu disais tout à l'heure les boîtes noires. Effectivement, pour certains algorithmes, notamment les algorithmes de deep learning, effectivement, c'est des systèmes de boîte noire. On ne sait pas encore vraiment comment l'IA décide en fait à l'intérieur de son entraînement et de la phase on appelle la phase d'inférence, quand elle affiche comment ça fonctionne. Par contre, il y a des boîtes blanches, ça existe. Il y a des algorithmes dont on connaît très bien le fonctionnement, et peut-être que c'est aussi vers ça qu'il faut réfléchir globalement dans un projet d'IA. Tu parlais de la donnée, effectivement. Quelles données on va utiliser et en fonction de quelles données. Donc ça, c'est l'archéologue qui sait mieux que
que l'expert, quelle est la bonne donnée, mais l'expert, le data scientist par exemple, lui sera capable de vous dire cette donnée est exploitable ou pas, et mettre un plan dès le départ en disant voilà, mes contraintes sont je veux une IA qui soit peu consommatrice d'énergie, je veux pas forcément avoir des résultats très élevés, mais je veux pas avoir vraiment beaucoup de faux positifs. Donc c'est un projet à construire avec des spécialistes en imaginant effectivement utiliser des solutions qui soient moins énergivores que ce qui existe actuellement. Mon avant-dernière question avant ma dernière question, et puis après ça sera la question de conclusion. Mais, donc forcément, on a vu qu'il fallait collecter, donc ça s'apprend. Je veux dire, l'archéologue, c'est le métier de l'archéologue, hein, de sélectionner sur un terrain. Donc forcément, c'est la suite d'un apprentissage. Quand après, par la suite, il va rédiger, quand il fait des recherches, quand il va mettre éventuellement comparer, vous l'avez dit aussi, ça n'empêchera pas que l'archéologue doit toujours être un érudit. Donc à la fois, il doit apprendre cet apprentissage, il a ce métier d'archéologue, il doit apprendre aussi toujours à accumuler des connaissances. Mais comment, si ces connaissances sont chaque fois issues de l'intelligence artificielle, ça veut dire qu'on ne voit pas toujours la logique qui nous a permis d'arriver au résultat. Comment, quand on va enseigner l'archéologie, on enseigne à des étudiants en leur disant voilà, vous avez un résultat, par contre vous revenez demain pour la logique. Donc on ne va pas pouvoir enseigner le métier d'archéologue si d'un coup on est dépossédé du rationalisme. Donc j'imagine bien dans vos réponses, hein, on ne va pas passer d'un extrême à un autre, mais quand même aujourd'hui ça interroge quand même la question, ça veut dire comment on peut enseigner le rationalisme qui est nécessaire pour faire un choix, parce qu'il faut être rationaliste pour faire un choix sur un terrain. Il faut toujours le même rationalisme pour passer des interprétations à la synthèse et à la conclusion dans un rapport. Et comment on fait si on enseigne à partir de connaissances qui ne sont pas issues de ce processus de logique? Lequel a le courage de répondre à la question? Moi, je pense, parce qu'il y avait aussi ta question de l'attente de l'augmentation des exigences aussi vis-à-vis de l'IA, c'est qu'en fait, c'est quand même la preuve de l'effectivité, c'est quand ça fonctionne, quand on a démontré des usages opérationnels, qu'ensuite on attend cette exigence-là et qu'on l'inclut dans la formation. Et il me semble que ça sera toujours issu de la réflexion dans la formation et qu'on enseignera aux étudiants l'utilisation d'outils, comme on l'a démontré depuis tout à l'heure, où en fait c'est des outils qui sont faits à notre main dans les sujets du choix des données, par exemple. Des fois on n'a pas assez de données et donc on va faire de l'augmentation de données. Donc nous par exemple sur les images on les trafique un peu, on les tourne, etc. pour multiplier une image, un exemple, pour en avoir 20, donc on augmente. Et en fait, c'est nous qui faisons croire quelque chose à la machine pour nos objectifs, c'est pas l'inverse. Donc je pense que c'est vraiment ça qui sera enseigné, c'est-à-dire c'est vraiment à maîtriser un outil et pas avoir un outil qui réfléchit à notre place. C'est exactement ça, en fait. Là, dans cette phase d'apprentissage, il y aura pas forcément à comprendre exactement comment ça fonctionne, mais à comprendre comment l'utiliser. Et l'exemple que tu as donné sur l'augmentation de data, c'est un exemple qui est très parlant, qu'on utilise aussi beaucoup. C'est-à-dire qu'on prend possession quelque part de la donnée qu'on va donner à l'intelligence artificielle. Après, il y a des risques, parce que si on alimente une IA uniquement avec des données qui sont augmentées, qui sont aussi biaisées, on a un problème d'équilibre. Mais ça c'est des choses qu'effectivement, il faudra expliquer dans le cadre de parcours de formation, comme les bons usages, quelque part, de l'IA, comment... l'IA fonctionne, sans rentrer dans le détail, mais comment on peut paramétrer, en gros, une intelligence artificielle pour obtenir un résultat qui, scientifiquement, tienne la route. J'en arrive à ma dernière question, qui sera votre dernière réponse avant qu'on donne la parole à la salle, qu'on vous mette sous le feu des questions. Il y avait une question qui était récurrente quand je discute avec mes collègues, qui était quand même un petit peu l'inquiétude, parce qu'en même temps, on en parlait dans plein de disciplines, dans plein de métiers surtout, de postes qui disparaissent parce qu'ils ont été remplacés par l'intelligence artificielle. Donc cette question, forcément, elle se pose à nous aussi. En tout cas, on a ce type d'inquiétude. Donc, pareil, vous avez assez bien répondu, parce que finalement, vous avez en permanence, chaque fois, dit qu'on avait toujours besoin de l'archéologue, qu'à la rigueur, même dans l'intelligence artificielle, même profonde, à la rigueur, on peut intervenir sur le processus d'interprétation que met en place la machine. Donc, mais quand même, ma question, elle est, voilà, avec tout ce qu'on vient de dire sur
Et surtout sur la dernière réponse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut vraiment être formé à l'intelligence artificielle, il faut être formé pour pouvoir l'intégrer dans un rapport, il faut être formé déjà pour s'en servir, et il faut être formé après pour ceux qui vont avoir à valider, ça veut dire à un moment aussi c'est pareil, il y a ceux qui vont avoir le travail de valider, il faut aussi qu'ils soient formés, et on en est quand même assez loin dans le processus de formation, de l'intégration de l'intelligence artificielle, et donc c'est peut-être plutôt là qu'il y a éventuellement une menace, ça veut dire que si on n'est pas suffisamment rapide, est-ce que ça menace notre profession? Est-ce que ça menace l'archéologie si les uns et les autres, on n'arrive pas à s'adapter à l'arrivée de l'intelligence artificielle? Je vais commencer en me disant « Oh, je m'étais aperçu que d'un coup, on était rentré dans l'âge de l'intelligence artificielle et je me rendais bien compte que j'étais déjà un peu en retard. Je me rends bien compte qu'on est pour beaucoup très en retard. Donc, est-ce que ce retard est une menace pour nous et pour notre discipline ?» Et comme c'était ma dernière question, je vous autorise chacun à répondre à cette question. Merci. Alors pour le spectacle un peu pessimiste, tout en restant bienveillant, sur la question du retard, si tout le monde est en retard, il n'y a pas de retard. Ça, c'est pas le souci. Le problème, c'est si quelqu'un prend le sujet à bras-le-corps et dépasse tout le monde et en fait un élément économique de différenciation. Enfin, c'est ce qu'on avait vu hier entre nous. Là, ça pourra poser problème. Mais sur l'autre partie de la question, moi, ce que je vous propose, c'est de vraiment vous poser cette question, vous, personnellement, avant même de savoir si vous allez vous former sur l'IA ou être formé, etc., de vous dire... Qu'est-ce qui fait ma valeur ajoutée en tant que personne, ici scientifique, en tant qu'archéologue? Qu'est-ce qui fait ma spécificité? Et c'est là où c'est plus pour le spectacle, mais malgré tout, il y a un vrai fond. Si vous ne savez pas répondre à cette question, mais soyez plus qu'inquiet. Hein. Soyez vraiment plus qu'inquiet. Là, il y a un vrai souci. Parce que, en fait, ce que l'on va interroger, c'est votre capacité à rentrer en relation avec un outil. Si vous connaissez votre valeur ajoutée, vous allez savoir l'usage que vous allez pouvoir effectuer de cet outil. Si vous ne connaissez pas votre valeur, c'est l'outil qui va vous utiliser, vous, comme un outil. On va inverser la proportion. Et on le voit bien avec une intelligence artificielle en fonction des modèles qui va même vous demander tel ou tel élément en disant « Ah bah non, attention, j'ai pas accès à telle donnée. Si tu le touches, ça ressemble à quoi? C'est quelle sensation? Ça va m'aider pour moi des trucs. » Et en fait, on devient l'outil de l'intelligence artificielle. Là, il y a un souci. Donc la vraie question qui est la vôtre, c'est quelle est ma valeur ajoutée en tant que personne, en tant que scientifique? Et c'est seulement à ce prix-là que l'on va pouvoir être serein. Si vous ne l'êtes pas, là, oui, vraiment, inquiétez-vous. Complètement. Oui, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Brice. Au départ, pour revenir sur un peu l'histoire de l'archéologie, au début, on utilisait quand même des techniques de datation qui étaient un peu limitées, hein, la typologie des céramiques, la numismatique, les fibules, etc. Après, on a vu progressivement arriver les sciences dures. Ça n'a pas fait disparaître en fait les activités des céramologues ou des numismates. Ça a amené d'autres données qui ont permis à l'archéologue de mieux comprendre en fait la chronologie du site. Mais moi, je dirais un petit peu autrement, c'est-à-dire que moi, je pense que c'est aussi un outil qui va permettre d'attirer des jeunes sur des pans de l'archéologie. Je prends l'exemple de la céramologie. J'imagine, si j'étais un jeune céramologue aujourd'hui et que j'avais les 52 ans, enfin un peu moins, de Sfecag à lire pour pouvoir étudier ça, je ne ferais pas céramologue. Ça, c'est une certitude. Après, même si c'est une passion, c'est une montagne. C'est-à-dire qu'on a généré aussi, depuis les années 70, depuis les années 80, énormément de données qui peuvent être aussi un frein dans la formation et dans l'accès en fait à ce métier, à beaucoup de jeunes qui peuvent se dire mais comment j'ai une passion pour les fibules, il faut que je lise tout Instrumentum, il faut que j'aille dans les musées. Enfin, il faut aussi adapter cet outil aux générations qui arrivent, qui ont un accès au monde de manière virtuelle. Et donc cet outil peut aussi permettre, sur des spécialités qui sont très complexes, qui ont généré énormément de données, peut-être de simplifier la tâche. Après, quelqu'un qui est passionné par la céramologie ira toujours feuilleter les dizaines de Sfecag parce que c'est très bien d'avoir une IA générative qui va vous dire cette forme-là a été retrouvée sur le camp militaire de Valence, mais après, il faut aller la voir. Après, il y a aussi le tesson, comme je vous disais tout à l'heure, à toucher. Voilà, je dirais que c'est une manière différente aussi d'appréhender le métier et aussi décomplexée par rapport à la tâche que ça peut être de devenir archéologue.
Dans la suite de ce qui a été dit, moi je souscris à tout ça et au fait que l'IA elle n'a pas de bras et elle n'a pas de jambes non plus et que finalement avoir des outils qui nous permettent de gagner du temps, c'est aussi pouvoir se concentrer sur le cœur du métier, sur le cœur de ce qui fait notre science et quand même la confrontation aux vestiges eux-mêmes. Et donc il y a eu un petit déséquilibre quand même parfois sur les tâches post-terrain qui s'est opéré et peut-être qu'on peut là regagner un peu des choses. C'est aussi des outils qui nous forcent à nous réinterroger sur les données, puisqu'on parlait de la sélection, et à les revoir aussi un peu différemment. Et quelque part, c'est une évolution, comme quand il y a eu les bases de données, il a fallu formaliser un peu ces approches. Et donc, l'IA, elle nous oblige aussi à nous poser des questions un peu nouvelles, un peu différentes, à voir aussi notre discipline différemment. Et c'est forcément un atout. Merci beaucoup pour toutes ces réponses à mes questions. Et puis maintenant, je vais laisser la salle poser des questions. Je vais te passer le micro à Élise, qui est quand même la première femme qui intervient dans la discussion. Vas-y, je te laisse la parole. Il y a un petit temps, il faut le garder chauffé. Bonjour à tous. Merci en tout cas pour cette belle table ronde. Très intéressante, en tout cas pour moi qui ne maîtrise pas du tout l'IA et qui ne suis pas du tout familière avec ça. J'ai trouvé ça assez rassurant et ça amène aussi beaucoup à réfléchir sur nos modes de travail et sur la suite. Voilà. J'imagine qu'il y a quelques questions. Merci beaucoup, Damien Martinez. Merci déjà pour la qualité de l'animation et des débats autour de ce sujet qui est évidemment passionnant. Alors, je ne suis pas non plus spécialiste de l'IA, mais j'ai retenu pas mal de choses intéressantes et une en particulier. Alors, c'est plus des réflexions que je voudrais faire. Hein. C'est sur la nécessité d'avoir du recul sur notre discipline et surtout sur notre champ disciplinaire. L'archéologie, c'est une science humaine, donc il y a de l'humain au milieu de tout ça. Donc avec la part d'incertitude, avec la part de subjectivité aussi, que n'a pas forcément l'IA. Alors Brice de Baudras m'excusera ma philosophie de bas étage, mais l'archéologue, en fait, il est engagé dans un cheminement perpétuel vers l'erreur. Et c'est ça qui est magnifique dans notre métier, c'est qu'on écrit tous des approximations, on écrit tous des erreurs, justement pour qu'elles soient corrigées par les autres. Donc, moi, je pense que l'utilisation de ces IA serait extrêmement intéressante pour automatiser certaines tâches techniques. Ça, je pense que vous êtes tous d'accord là-dessus. Maintenant, si on se place dans la réalité un peu pragmatique de notre... on est tous dans le jus, tous dans le bouillon. La difficulté, on l'a plus ou moins... presque le danger, je dirais, on l'a presque plus ou moins évoqué, c'est de l'interroger sur des aspects d'ordre interprétatif. On le sait tous ici en tant qu'archéologue, en fait, nous, notre science, on ne la construit pas quand on écrit, on la construit quand on discute ensemble. On la construit quand on échange au cours de colloques, quand on est lors des repas de gala, lorsqu'on est au bar. Après, c'est là que la science, elle se construit de manière générale. Et ma crainte à justement ne pas savoir cadrer correctement notre utilisation de l'IA, c'est déjà d'avoir des résultats lissés, c'est-à-dire qu'à l'arrivée, on va tous écrire la même chose. Et ça, c'est un petit peu ce qui me fait peur. Et justement, il y a la part de subjectivité dans notre approche, qui est une approche de sciences humaines qui va tendre à disparaître un petit peu. Et j'en veux pour exemple, il y a des échanges que vous avez lancés, Christophe, sur la question de l'intégration des données des spécialistes dans la synthèse générale par le responsable d'opération. Alors c'est vrai qu'on se rend compte pas de plus en plus, parce que personnellement, je ne le vois pas davantage maintenant, mais c'est vrai que, par exemple, quand on est en CTA, on peut faire cette critique-là assez souvent. Voilà, le responsable d'opération n'a peut-être pas assez intégré dans sa démarche les données issues des études spécialisées, pour différentes raisons. Alors la proposition, la solution qui a été proposée ici, c'est on peut faire intervenir l'IA comme un chaînon intermédiaire finalement entre le spécialiste et le responsable d'opération. Le danger que j'y vois, c'est de couper la communication. Parce que quand on dirige tous des opérations ici, on a tous des interactions avec nos spécialistes, et c'est là qu'on s'aperçoit, c'est là qu'on construit en fait notre discours. Le spécialiste va nous dire, voilà, moi j'ai telle ou telle donnée, et nous on va lui dire oui, bon, d'accord, oui, non, et c'est par des échanges, c'est par des débats qu'on va construire cette science. Donc là je nous ramène vraiment sur le terrain de notre activité de tous les jours. Hein. Le danger, c'est qu'à un moment donné, on crée dans l'interprétation cette
outil-là comme un acteur supplémentaire dans notre action, et justement qu'on en perde la dimension humaine qui déjà fait quand même la beauté de notre travail, quand même, de notre champ disciplinaire, d'une part, et puis qu'on perde cette créativité en fait qui est la nôtre et qu'une IA ne remplacera pas, en tout cas pas tout de suite. Voilà, c'était juste une réflexion là-dessus. Oui, je vais juste répondre à votre réflexion. En fait, ça dépend de l'usage que vous voulez faire de l'IA. Il faut se décorréler aussi des IA de type ChatGPT, par exemple. Et évidemment, là, pour le coup, ça sera lissé parce que c'est entraîné sur les mêmes données. Par contre, si vous avez une IA chez vous, dans votre structure, avec vos propres données, et elle est entraînée avec vos données, vos rapports de fouilles, les données des spécialistes, et vous l'utilisez uniquement à des fins d'analyse factuelle. Par exemple, sors-moi les sites où on a tel type de céramique, par exemple. C'est vous qui ferez l'analyse. Après, si vous voulez lui demander fais-moi une analyse, ça c'est de votre responsabilité. Mais l'usage, l'IA, ça reste un outil. Et c'est vraiment de notre responsabilité d'en faire que ça reste un outil. Et donc, il n'y a pas, encore une fois, il n'y a pas de fatalité à utiliser ces IA pour nous remplacer, ces IA de type ChatGPT, Gemini, etc. Il y a plein d'outils qu'on peut paramétrer et faire en sorte que ça soit une aide à la recherche bibliographique, par exemple. Donc, il ne faut pas non plus se mettre un frein en se disant ça va remplacer notre réflexion. Ça le remplacera si on veut qu'elle nous remplace. Et c'est vraiment notre volonté d'en faire un outil, de le laisser à sa place. Merci. Pardon. Moi, plus qu'une question, c'est une remarque. J'ai été un peu gêné par la notion de confiance. Parce que dans notre discipline, la discipline, elle s'est justement un peu construite contre cette notion de confiance. J'y pense, l'an dernier, on a fait, un colloque sur l'histoire un peu de l'histoire de l'archéologie française à partir de la découverte d'un site dans notre région, Glosel, qui était une espèce de faux, et en fait qui a permis, ce colloque était très intéressant parce que il a montré, à l'époque, on se basait beaucoup sur la confiance. Qui avait fouillé, qui avait vu. Et finalement, le dispositif de l'archéologie française, et puis qui de toute façon qui était dans d'autres pays, c'est que surtout face à un patrimoine qui n'est pas renouvelable, il y a une instance de contrôle, c'est-à-dire, et le rôle des services de l'archéologie, c'est vraiment de vérifier que la donnée, comment elle a été documentée, comment elle a été vue et quelle est la preuve qui est donnée. Et ça rejoint ce que rejoint Damien quand il dit comment se construit le travail de l'archéologue avec toutes ces disciplines plus ou moins connexes. C'est vraiment, on est en discussion parce qu'on a besoin de comprendre comment la donnée a été acquise, comment elle a été discutée, comment elle a été interprétée. On n'est pas une discipline de la confiance. Et effectivement, les différentes modes qui ont pu avoir à l'époque, les analyses statistiques, les méthodes de datation, à chaque fois, on est rentré dans le processus de travail, dans le processus de compréhension, comment se fabrique la donnée par ces disciplines connexes ou ces disciplines statistiques ou autres, ces méthodes de datation, pour savoir en fait, comment elles s'étaient construites et donc comment nous, on pouvait les utiliser. Et pour moi, l'intelligence artificielle, ça doit pas être différent. On a besoin effectivement de comprendre comment ça se construit plutôt que, voilà, c'est pour ça que la notion de confiance, moi, donne, parce qu'on ne fait pas confiance à nos collègues. On discute avec eux pour comprendre comment ils sont arrivés à telle ou telle interprétation, parce que justement, y compris dans la confrontation d'interprétations différentes, va se construire la solidité de chacune de nos interprétations respectives. Merci pour cela. L'élément, je pense, ici de discussion, c'est qu'on n'entend pas tout à fait la même chose par le terme de confiance. Déjà, confiance ne veut pas dire absence de contrôle, par ailleurs. Ce qui m'intéresse ici, c'est la définition que j'ai proposée de la confiance, donc à travers ce que nous dit Marc Hunyadi dans son livre Au début et la confiance aux éditions du Bordelot 2020. Il nous dit c'est un pari sur une attente de comportement. Pari pourquoi ? Parce qu'on est déjà dans une action.
On n'est pas extérieur, c'est pas un calcul froid, la confiance. On va déjà être en relation. La manière dont en voiture je suis en action, qui fait que je parie sur le comportement de la personne qui est en face de moi, à savoir qu'elle va respecter le code de la route et pas tourner sans clignotant, sauf à Paris évidemment. Ce qui nous intéresse, c'est donc de dire, on a un pari, on est dans l'action d'une attente de comportement. Et là, ce que vous évoquez, c'est justement cette attente de comportement. Il faut être très rigoureux et avoir éventuellement un contrôle de cette rigueur. C'est pas parce que quelqu'un a dit cela qu'on va accepter. C'est est-ce que nous attendons de cette personne qu'elle ait effectué les bons moyens, qu'elle ait pris en place, elle ait mis en place, les bons moyens pour atteindre son conclusion, qui fait que je vais l'accepter. C'est-à-dire que vous avez parlé du colloque qui s'est passé, je ne sais plus quand, récemment. Vous faites confiance à ces conclusions pour dire ils ont été rigoureux sur le fait de dire avant on pouvait se tromper sur tel ou tel aspect, ou avant nous n'étions peut-être pas rigoureux sur tel ou tel aspect. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va modifier les attentes de nos anciens. On va dire ils procédaient comme ça, donc je ne peux pas attendre d'eux la confiance. Alors j'ai pas compris votre question peut-être ? Par rapport à ce que vous évoquez, le pari, en fait, nous, justement, on n'est pas sur le pari, à différence du pari face-vis du comportement d'autres interlocuteurs, nous, on a des instances de vérification, finalement, a posteriori. Et donc, quand on fait de l'historiographie, justement, pour voir par rapport aux anciens ou autres, c'est justement notre travail d'historiographe, c'est de voir comment, dans le concret, ils ont évolué dans leur pensée, comment ils ont procédé. On est vraiment une instance de vérification. On se base, c'est là que le mot confiance, mais c'est pour ça que je voulais vous interroger, comment vous le voyez, c'est nous, on est au contraire, évidemment, on parie que tel ou tel collègue partage notre culture scientifique, mais on le vérifie. En fait, c'est là où je pense que c'est une question de vocabulaire. Pour moi, il n'y a pas de souci de dire que la vérification est une forme de confiance. Dans cet acte scientifique ici. C'est pas un souci. C'est-à-dire qu'on va vérifier, voilà les éléments, mais quand on étudie la vérification que l'on effectue, déjà les autres vont avoir confiance dans notre vérification, mais surtout, je dis, a-t-il utilisé tel élément ? Il l'a utilisé. Il semblerait qu'il l'ait utilisé de la bonne manière. Vous faites une confiance sur l'usage qu'il a eu de cet outil, si vous interrogez qu'il a utilisé cet outil, etc., etc. Donc il y a quand même confiance. Moi, ce qui me semble essentiel tout de même pour tenir, c'est l'idée que c'est une discipline qui est donc une théorie, une connaissance qui est commune. Et c'est ce qui a été évoqué dans la question avant. Vous n'avez pas une connaissance des conclusions d'archéologie simplement à titre individuel à chaque fois. C'est une connaissance qui est sociale, qui est partagée. Et en cela, on a des conclusions qui sont vérifiées ou non, et donc qui seront fortes ou faibles, et à différents degrés de certitude, ensuite sur l'usage qu'on en fait, complètement. Mais parce que c'est social. Ça répond bien à votre question, si je ne m'abuse. Eh ben, on en reparle après, je serais ravi d'en parler après. Complètement. On en reparle après, j'en serais ravi. Oui, je voudrais revenir encore sur la confiance. Parce que donc, en faisant confiance, on prend tel quel des données que l'on n'est pas en mesure de vérifier, sauf à refaire tout le boulot à la main, ce qui est complètement idiot. J'ai donc une question de formalisme pour nos interlocuteurs, mais aussi pour vis-à-vis du conservateur régional de l'archéologie. Dans les rapports de fouilles, doit-on mentionner le recours à l'intelligence artificielle? Moi, je dirais que oui, comme on mentionne le recours à n'importe quel outil qu'on utilise. Comment on a procédé, comment on a finalement fourni les données. De toute façon, le rapport, justement, il est là pour fournir la donnée et pour permettre... Alors, c'est là où, par contre, je vous rejoins sur le côté social de l'archéologie. C'est un métier collectif et on n'est pas capable, à chacun de nous, de toute façon, on n'est pas capable de refaire le travail de l'autre, Dieu merci. Mais par contre, chacun, on est capable de fournir les données, de fournir justement, et le travail dans le rapport, c'est justement de bien avoir documenté pour qu'on puisse revenir sur la donnée si nécessaire, que ce soit le spécialiste, que ce soit le responsable d'opération, que ce soit un autre collègue. C'est vraiment cette donnée de base et la façon dont elle a été obtenue. Et après, évidemment, la façon dont le travail après d'élaboration et d'interprétation. Mais il vaut mieux que je laisse la parole plutôt au spécialiste. Au-delà du rapport, c'est-à-dire que le rapport doit mentionner la méthodologie, la technique qui a été utilisée, et donc, par exemple, d'avoir mobilisé des outils d'IA,
Mais ces outils d'IA eux-mêmes, ça a été évoqué sur des exemples qui sont des exemples dédiés à la science. Ces outils d'IA doivent publier le modèle, doivent publier les courbes, doivent publier les données d'entraînement qui ont été utilisées. On doit pouvoir savoir comment ça a été fait. Et c'est pour ça que ce qu'a évoqué Karim sur le fait qu'on est passé par une approche assez poussée à chaque fois qu'il y a eu des outils dans l'archéologie. Et c'est vrai que ces effets de mode dont j'ai parlé, c'est parce qu'à un moment donné, on a voulu savoir exactement comment ça marchait, au point que certains sont devenus des spécialistes de ces outils-là. Et puis on revient après à un usage qu'on peut avoir, un usage raisonné, parce qu'on sait comment ça fonctionne. C'est pareil pour l'intelligence artificielle, c'est des outils qui doivent être faits à notre main, avec les données que l'on veut bien donner, et avec une clarté, ça doit être très limpide sur la façon dont ça a fonctionné pour qu'on puisse avoir confiance, ou en tout cas avoir un usage qui nous paraît sérieux. Et sur la question du contrôle, il y a des IA qui vont produire des données, il y a des IA qui vont les contrôler aussi. C'est-à-dire que même dans l'examen, on peut paramétrer une analyse de quelque chose pour vérifier les éléments factuels que l'on veut. Et donc ça peut être aussi un outil dans le sens de la vérification aussi. Donc finalement, ça va rentrer par tous les côtés. Merci. On a le temps pour une dernière question, je pense. Dernière ? Oui, merci. Je voulais revenir un peu sur l'inquiétude. En fait, on commence déjà un peu à utiliser l'IA, on va l'utiliser probablement de plus en plus et probablement à différentes échelles, suivant comment on sera formé ou sensibilisé. De tout ce que vous avez dit, moi, ce qu'il en ressort quand même, c'est déjà, dès qu'on commence à l'utiliser, des choses de base, c'est un gain de temps. Voilà. Moi, j'en utilise un tout petit peu, les choses accessibles de manière très simple. Je suis céramologue, j'ai pas lu tous les actes de la SFECAG, mais par exemple, évidemment, je vais l'utiliser quand je vais interroger, je vais verser plusieurs PDF, donc j'ai la maîtrise des données de base, et je vais lui demander tel type de lampe, dis-moi où est-ce qu'on les retrouve, la datation, et de toute façon, après, je vais m'utiliser le texte d'origine, je vais pas utiliser... Voilà un exemple qui, à mon avis, là où il y a confiance, en fait, c'est juste, j'aurais obtenu le même résultat, mais finalement, j'ai gagné une demi-heure. Là, en fait, on va avoir un gain de temps. Et je crois que Christophe l'avait abordé peut-être hier. Il va falloir réfléchir ce gain de temps, et je pense que c'est là où il y a l'inquiétude, comment on va l'utiliser, en fait. Parce que c'est là que je me mets à la place un peu des collègues, où on dit, ouais, vous allez pouvoir utiliser l'IA. Comment ça va être utilisé ? Est-ce que ça va être un gain de temps, donc un gain économique, ou un gain pour aller un petit peu plus loin scientifiquement et essayer de développer un peu plus nos problématiques. Et c'est là, peut-être, en tant que FEMAP, on pourrait commencer, hier on a parlé, alors c'était pour autre chose, pour la sécurité, de bonnes pratiques, de chartes communes. Peut-être là, on pourrait commencer à réfléchir entre nous comment on pourrait utiliser l'IA quand on va faire des gains de temps, des choses très simples, en fait, sans aller sur de l'analyse. Oui, sur le gain de temps, effectivement, comme vous le disiez, on peut gagner une demi-heure sur une recherche bibliographique, une demi-heure toutes les 2 heures, toutes les 3 heures à la fin de la journée, ça fait quand même beaucoup d'heures. Après, c'est pas, on en avait parlé hier, est-ce que c'est un gain de temps qui va avoir une répercussion économique sur la structure, ou est-ce que c'est un gain de temps qui va avoir une répercussion scientifique sur votre travail ? C'est-à-dire que moi, quand j'utilise l'IA et que ça me fait gagner du temps, ce temps, je l'utilise par exemple pour quelque chose que je n'aurais pas pu faire des cartes de diffusion. Des moments, et surtout dans le cas de l'archéologie préventive. C'est-à-dire qu'on est quand même assez contraint par le temps et d'aller très vite sur la datation, d'aller très vite sur l'interprétation. Et ça permet quand même de travailler un peu plus sur des comparaisons de sites, par exemple, d'aller un peu plus loin, de faire une recherche bibliographique, par exemple. Et là, pour le coup, une vraie recherche bibliographique avec mes mains, dépouiller des articles que j'aurais pas forcément fait parce que j'ai pas gagné ce temps-là. Mais mis bout à bout, en fait, pour vous, ça vous fait gagner une demi-heure, 1 heure, 2 heures par jour. Ensuite, pour l'entreprise ou la structure, ça va en faire gagner beaucoup. Et il y a 2 aspects. Il y a votre gain personnel et ce gain personnel, de toute façon, ça sera un gain scientifique. Vous n'avez pas utilisé ce temps pour aller, je sais pas moi, au cinéma. Ça va être, vous voyez. Et donc forcément, ça va permettre de produire mieux de la recherche qui sera bénéfique pour l'entité pour laquelle vous travaillez. Enfin, c'est mon point de vue. Après, peut-être que non. Voilà, exactement, tout à fait. Mais il faut pas le dire. Voilà. Du temps et de
il nous en faut pour la commission suivante et pour leur table ronde. À première vue, il fallait être là hier pour ceux qui n'étaient pas là, parce qu'on dégustait du vin, mais on parlait aussi philosophie. Donc l'année prochaine, je vous invite à être là dès le jeudi soir. Puis après, j'ai quand même une dernière information. Donc vous pouvez nous retrouver, puisque Marion Charlet de la revue L'Archéologue nous a proposé 6 pages dans le numéro du mois de décembre, où on reviendra sur cet échange, où il y aura 3 encarts qui présenteront aussi donc, les 3 invités, mes 3 invités d'aujourd'hui. Et voilà. Je vous remercie pour votre attention et merci à vous.